Et bienvenue dans ce rendez-vous Design et Lumière, le troisième de la série. Nous avions commencé l'année dernière en réunissant des architectes autour du thème de justement l'architecture au carrefour de l'industrie et du design. Et puis nous avons exploré ce thème dans un deuxième rendez-vous autour de l'espace public, quand la nuit redessine l'espace public. On se souvient de Yann Kersalé ici. Ce qui veut dire que architectes, artistes viennent ici pour parler de ces sujets fondamentaux, qui est justement quand la lumière électrique prend le relais de la lumière naturelle. Car vous le savez tous dans cette enceinte que, évidemment, le plus grand des matériaux peut-être de l'architecture, c'est la lumière. Donc tout ça, à partir de cette évidence-là, c'est de savoir comment les relais sont faits. Et ce soir, nous allons parler justement d'un sujet très spécifique. Je vous rappelle que cette semaine, c'est la FIAC, et donc il nous a semblé très intéressant de parler de la question de la scénographie à cette occasion, avec trois architectes, je devrais dire trois jeunes architectes, qui représentent la jeune génération, j'insiste, quand même, de la scène française, Reza Hazard de Projectile, Léonard Lassagne de Data Architecture, et puis Julien Perrault de l'atelier Raum. Alors il se trouve que deux d'entre eux au moins ont travaillé pour la Cité de l'Architecture sur des expositions extrêmement brillantes, et je les en remercie. On se souvient du travail de Projectile pour les jeunes architectes, là encore, ce qu'on appelle les NAJA, avec ce Mikado lumineux, qui était une scénographie très intéressante ici, qui a itinéré en différents lieux de l'Europe, et ça c'était un vrai grand moment. Et puis avec les Raum, l'exposition Un bâtiment combien de vie, qui posait la question de la transformation versus la destruction. Et là encore, exposition itinérante qui a été remontée cette année dans le cadre de l'année de la France en Colombie, donc à Bogota puis à Medellín, donc avec ces lustres contemporains absolument exceptionnels. Donc nous allons ouvrir le feu avec Reza Hazard, qui va nous emmener dans d'autres univers que les simples expositions de la cité, car évidemment le sujet mérite quelque exploration. Bonjour à tous. Alors tout d'abord un petit mot rapide sur Projectile, donc une agence avec trois architectes qui sont à la tête en fait de cette espèce de magma liquide. Je dis liquide parce que cette agence est un peu liquide dans la mesure où en fait on a trois entités à l'intérieur qui ont chacun leur champ de désir, leur univers, et qui se croisent et qui se décroisent par moments, et qui fabriquent des moments de construction et des moments de déconstruction. Voilà, c'est jamais, il n'y a rien de construit en fait, et c'est assez agréable. Au début ça nous faisait peur, mais en fait on laisse filer le temps, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et donc en fait oui, Projectile c'est aussi, c'est surtout comment dire, de l'architecture, mais de l'architecture dans tous ces champs, c'est-à-dire à la fois l'architecture au sens bâtiment, et puis l'architecture au sens espace intérieur, l'architecture au sens scénographie urbaine, pardon, et parfois du paysage. Donc en fait, on touche un peu à toutes les échelles. Et c'est vrai que la scénographie à toutes les échelles, c'est une part de notre activité, et qui est assez importante. Et puis le bâtiment. Donc en gros, c'est 50-50. Et c'est vrai que souvent les architectes disent mais pourquoi vous continuez à faire autant de scénos, parce qu'à un moment donné, la scénographie sert de tremplin aux jeunes architectes, mais finalement on y a pris goût et on s'est installé. Voilà, donc on continue à faire ça, et aujourd'hui on le fait à travers le monde, dans d'autres pays, et voilà, donc on le fait un peu partout. Donc je vais vous montrer quelques projets. Mais avant de montrer quelques projets, donc voilà le site, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, parce que on est au projet numéro 178, donc je ne vais pas tout vous parler aujourd'hui maintenant. Voilà, donc rapidement le plan Nolly, pour commencer. Pourquoi plan Nolly? Parce qu'en fait, pour dire que l'architecture est présente partout, et c'est pas qu'une histoire de façade, l'architecture, c'est une question d'espace, et notamment si on travaille, ce qui nous concerne, sur l'espace public au sens pour les gens, qui est un peu la majeure partie de notre activité. Je mets les habitats individuels de côté, qui est encore un autre sujet. Donc finalement, le plan Nolly nous montre que le public est un peu partout, non seulement dans les rues, mais aussi à l'intérieur des bâtiments.
Et donc, ce qui fait que le champ d'intérêt d'un architecte ne devrait pas juste se limiter à ce que le bâtiment donne à voir dans un contexte urbain, mais c'est également tout en épaisseur et tout l'intérieur. Et c'est ça qui nous intéresse. Voilà, oups. Alors ça, rapide, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai beaucoup de projets à vous montrer. Mais juste une sorte de constellation. En fait, ça, c'est une constellation que j'ai fait vraiment personnellement. Pourquoi je dis personnellement? Je l'assume parce que on a chacun des constellations différentes, les 3 associés de projectiles. Mais on a des mots en commun, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a un champ de désir qui est celui-là, enfin pour moi qui est celui-là, et qui peut être différent pour Hervé Boutet, qui est d'ailleurs ici présent, ou qui peut être différent pour Daniel Metzaros, voilà, le 3e associé. Et on a des mots en commun, par contre, ça c'est évident. Et donc voilà, donc aujourd'hui ce champ-là que je vous présente, pourquoi je vous présente ce champ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de désir se fait dans un agencement, comme disait Deleuze. Et donc c'est pareil avec l'architecture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on travaille dans un agencement, et architecture ou scénographie d'ailleurs. Et c'est vrai que cette cartographie, cette constellation, elle est aussi valable pour la scénographie que l'architecture. Et en tout cas, cette cartographie qui est à moitié la mienne montre que j'ai plus une approche scénographique que finalement architecturale, ou alors en fait je sais jamais où j'habite ou quoi m'habite en fait. Ça. Donc, il y a la mise en sens, parce qu'en fait, dès qu'on touche à un objet et qu'on le met dans un autre contexte, on change de son contexte, on lui donne un autre sens. Il y a l'approche sémiotique, c'est-à-dire les mots comptent. Quand on fait la scénographie ou l'architecture, d'ailleurs, ouais, je vais toujours dire scénographie ou l'architecture, je sais jamais où j'habite. Donc, donc les mots comptent, et c'est un peu le départ des projets, parce que les mots, c'est aussi le départ du langage, c'est le départ de notre communication et de nos rencontres. Donc là, il y a quelques exemples, par exemple l'Empire des signes, qui montre que finalement les mots c'est des signes, et les signes, voilà, ça fabrique des sociétés. Après, objet prétexte, objet manipulé, Jacques Hénard, qui évidemment, qui était le directeur d'ethnographie du Centre Neuchâtel, qui a démontré par ses expositions qu'avec des mots, tout simplement des mots, il fabriquait des espaces, des contenus. Après, l'imaginaire de l'invisible, l'invisible c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est la chose la plus protégée finalement, puisque l'invisible, c'est la chose qui ne peut pas être manipulée par le diktat de la communication ou le management. Et du coup, ce qu'on a tous en nous, et ce que je dis aux étudiants, c'est aller chercher la part d'invisible, c'est ne pas copier-coller ce qu'ils voient au quotidien dans les revues. Donc, évidemment, à l'essence de ça, il y a les villes invisibles, telles que Calvino, qui est formidable, qui est vraiment en fait, je sais pas, vous connaissez peut-être, mais qui est une sorte de cartographie d'événements qu'a vécu Calvino, et qui a traduit sous forme poétique, et qui devient une cartographie finalement, toutes les villes invisibles peuvent constituer une seule ville, mais avec des strates poétiques différentes. Ensuite, la poésie de l'in situ. Pourquoi? Parce que le contexte, évidemment, c'est quelque chose d'important, et il y a une poésie, et il y a un rapport toujours au contexte que chacun de nous peut développer, qui est entre ce qu'on a de plus profond dans notre intérieur et l'immensité de l'espace dans lequel on se retrouve. Et ce rapport de profondeur entre ce qu'on a au fond et ce qui est devant nous fabrique la poésie de texte. Ensuite, donc le mouvement comme 4e dimension du paysage, très important, le cinéma, très important pour l'architecte. Donc voilà, à travers toutes ces époques et toutes les différentes, les cadrages, enfin bon, il y a plein comment dire, les différentes époques et les différentes manières que les réalisateurs ont conquis en fait l'espace. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que là c'est un gouffre énorme. Donc tout ça en fait tourne autour de quelque chose qui nous intéresse tous les trois, qui est les paysages intérieurs. En fait, pourquoi je dis intérieur? Parce qu'en fait on est toujours contenu dans quelque chose. Voilà. Donc, et cette notion d'intériorité nous intéresse énormément. Voilà, donc en fait pour vous donner un petit peu une sorte de constellation. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est les nouveaux albums de jeunes architectes, parce que nous, on l'a été en 2006, donc, et donc on a été appelé à faire la scénographie de ceux de la session d'après. Et donc l'idée, c'était, parce que tout ce qu'on avait vu jusqu'au moment où, donc jusqu'en 2008, c'était, on nous mettait dans des boîtes séparées. Je ne parle pas des gens qui l'ont fait, juste de ce qu'on avait vu, évidemment. Il n'y a pas de mélange. Donc, on était dans des boîtes séparées, et en fait, voilà, on ne communiquait pas les uns avec les autres. C'était vraiment,
Ou alors on était tous des star systems, c'est-à-dire on était tous des stars, en fait, dans une espèce de système qui définissait une nébuleuse de stars, ou alors on était tous isolés dans des boîtes, mais il n'y avait aucune communication. Donc l'idée, c'était d'aller à l'autre bout, à l'autre extrême de champ conceptuel, c'est-à-dire le Mikado, qui fait qu'à un moment donné, on est tellement interdépendants que s'il y en a un qui part, tout le monde s'écroule. Donc voilà, l'idée, c'est avec voilà, des éléments, c'est des espèces de poutres alors lumineuse, donc ce qui l'accroche à la... Parce qu'en fait, tout ce que je vous montre aujourd'hui va être lumineux. Excusez-moi le jeu de mots. J'assume le jeu de mots. Vous avez ici voilà, une somme de... Donc chaque poutre correspond à une agence, et donc les poutres sont entremêlées, elles sont lumineuses, et elles sont tenues grâce à cette espèce d'objet qui est une sorte de ventouse imaginée par Hervé et qui fait qu'en fait sans cette chose finalement tout s'écroule. Rien ne se tient. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce que pour ne pas avoir utilisé de vis, pour ne pas percer ces poutres, pour que les poutres restent authentiques. En fait, c'est comme si on voulait pas percer aussi l'intimité, d'une certaine façon. Donc voilà. Donc toutes ces poutres contiennent donc un peu un territoire de chaque architecte, avec il y avait aussi un écran qui montrait en 24 heures accéléré la vie de l'agence. Et donc ici, à la Cité Architecture, il y avait cette configuration. Voilà, je vous montre rapidement. Et puis là, c'était à Bordeaux, je crois. Là, c'était à Montpellier. Marseille là, voilà. Et à chaque fois, en fait, la ramification prenait une forme différente. Et l'avantage des poutres, c'est que ça s'empilait très très bien dans un camion et ça pouvait voyager. Voilà, oups. Ah oui, celle-là, je l'adore parce qu'en fait, c'est lumière contre lumière, le combat. Vous voyez, la lumière spirituelle et la lumière... Enfin, c'est pas un combat, hein, c'est une façon de parler. Mais... Voilà, je trouve que ce contexte est extraordinaire. Voilà. C'est dommage qu'il y avait ça ici. Là. Deuxième contexte, le pavillon français 2014. Donc on a aménagé le pavillon français à Venise. D'ailleurs, on a obtenu une mention. Je dis on parce que c'est une équipe évidemment collective, parce qu'on a souvent, malheureusement, on a tort, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est la France, c'est comme ça. On oublie souvent les scénographes en fait. En fait, on a l'impression que le scénographe c'est un peu le technicien qui vient comme le dernier roue de carrosse. Et alors que, bon, voilà, je veux dire, ce pavillon n'existait pas tel qu'elle est là, avec cette clarté-là, ces transitions dont je vous parlais, et la sensibilité qu'il y a là-dedans, n'existerait pas sans nous, ça c'est clair et net. Donc, je le dis haut et fort, voilà, donc la mention, c'est une mention collective, avec Jean-Louis Cohen, bien entendu, comme commissaire d'exposition. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on a juste tourné la trame de 45 degrés. Et pourquoi on a tourné la trame? Pour fabriquer des sous-espaces à l'intérieur et ramener de la profondeur. Parce que en fait, vous voyez là qu'il nous avait échappé au premier jet en fait de projet, mais qu'au moment de la réalisation, on s'est rendu compte de sa force. C'est ces diagonales-là qui paraissent presque invisibles. Vous voyez ces diagonales ici, là. Celle-ci et celle-ci en fait qui est en profondeur. Et pourquoi elles sont incroyables? Parce qu'en fait, au point de vue de la lumière, elles ramènent de la lumière de manière extrêmement continue de l'extérieur, la lumière donc à 300 000 lux à l'extérieur, et jusqu'au cœur de l'espace. Et le fait de le tourner, ça permet également de fabriquer quelque chose d'une sorte de kaléidoscope assez étrange, parce qu'il y a une géométrie très borgésien comme ça, de répétition de quelque chose à travers autre chose. Donc c'est-à-dire un système dans un système qui à la fois rend visible le système A, mais l'interférence entre système A et système B. Système B étant l'existant, par exemple. Et système A, ce qu'on a proposé. Et aussi, donc voilà, ça c'est le plan. Donc on voit le fait qu'on a tourné la trame à 45 degrés. Ça c'est, en fait, on a sorti la trame parce qu'il y a aussi ça. La modernité, c'est aussi une rupture dans l'histoire. Et c'est aussi une espèce de mouvement de sortie. En plus, c'est intéressant parce que ce bâtiment était voué, il a été construit, voué à la destruction. Ça, c'était ce qu'on aurait voulu. Mais en fait, ce bâtiment a été construit par un ingénieur pont-de-chaussée vénitien parce que la France ne voulait pas du tout s'en occuper. Le bâtiment original, je veux dire. Et du coup, voilà, donc ce geste de vouloir sortir de l'histoire, en fait. Et donc, vous voyez le cadrage qui ramène en profondeur jusqu'au bout, jusqu'à Jean Prouvé, parce qu'il y avait la salle de Jean Prouvé au fond.
Là, voilà, donc voilà, cette géométrie en fait qui se met en place par juste le fait de tourner une trame. Et vous allez voir par rapport à la lumière, donc ça c'est un des espaces, là où il y a Raymond Camus suspendu. Là vous avez Villa Arpel au milieu. Et vous voyez cette diagonale à gauche, en fait finalement elle était très très belle cette diagonale. En fait elle n'était pas du tout contrôlée. Voilà, donc, et ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné la géométrie décale et fait que les lumières se différencient. C'est-à-dire qu'en fait on voit différentes couleurs finalement de gris, parce que le gris finalement c'est la couleur qui attrape le plus facilement la lumière, qui est plus sensible à la lumière. Si vous mettez du gris, un certain niveau de gris évidemment qui est un peu médium, voire un peu clair, et vous allez voir comment en fait elle peut passer d'une couleur chaude et une couleur froide juste avec le fait de ce qu'elle contient en fait. C'est une lumière extrêmement sensible, le gris. Enfin, c'est une couleur, je dirais, extrêmement sensible. Voilà. Donc voilà, donc le kaléidoscope, parce que l'idée aussi c'était finalement de projeter le même thème, alors qu'on avait des salles avec des thématiques différentes, projeter le même film au même moment partout. C'est une d'omniprésence d'un thème à travers tous les autres thèmes. C'est ça, c'était un coup assez le kaléidoscope, quoi. Enfin, en fait, à la fois par la géométrie et par le contenu. Alors, troisième projet. Ça va, je suis dans le temps. Donc, Dogon au musée du Quai Branly. Donc, Dogon, un peuple de la vallée de Bandiagara, falaise de Bandiagara, qui vient fabriquer une grande rupture de plaques plein milieu de la géographie. Donc, un peuple qui habite les plaines. Donc, comme tout peuple habitant les plaines, un rapport cosmogonique très fort. Et aussi donc aux étoiles, à la lumière céleste, parce que ils ont découvert plein de choses. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas le sujet. En tout cas, un rapport à la lumière céleste, voilà, au ciel, et puis aussi la chaleur avec le feu, avec voilà, les éléments lumière. Donc, l'idée c'est de fabriquer une exposition où la lumière est un peu comme dorée, comme si elle venait d'ailleurs en fait. Cette lumière comme une lumière un peu étrange, un peu lumière ovni quoi. Donc ça a été très dur d'obtenir cette couleur de température, parce qu'il a fallu trouver le miel, vous voyez, pas le jaune, parce que on part tout de suite dans le jaune si on ne fait pas attention, et pas voilà, et pas évidemment la lumière froide, ça ne nous intéressait pas. Donc voilà, donc on voit cet élément-là, c'est qu'à un moment donné, toutes ces superpositions cette lumière, ces superpositions de réflexion fabriquent quelque chose d'assez cosmogonique en fait. Et puis on avait le mur qui était aussi lumineux, mais très légèrement pour ne pas que ce soit comme un silo de théâtre, mais en même temps que ce soit une paroi chaude. Et en fait, on avait à un moment donné une porte qui rentrait chez le collectionneur. C'est lui qui est allé voler les Africains. Et là, on est chez le collectionneur. Donc dans une lumière beaucoup plus maîtrisée, plus calme, plus de lumière froide, qui est là pour respecter les couleurs, les pigments, tout ça, tout ça. Voilà. Dans le même espace, ça c'est la magie de cet espace d'exposition. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de faire une exposition là-dedans, parce que c'est incroyable. La galerie Jardin du musée de Quai Branly. Parce qu'il a plein d'accidents en fait. C'est-à-dire c'est pas la salle blanche toute parfaite, ennuyeuse, où on arrive et on est là devant une page blanche, c'est la même chose. Là c'est une architecture assumée qui a une force, et on vous demande de confronter cette architecture, de se retrouver voilà, presque en dualité, une dualité qui provoque et qui fabrique beaucoup de choses. Donc là, en l'occurrence, c'est une sorte de labyrinthe éclaté. Donc c'était pour le siècle de jazz, exposition sous le commissariat de Daniel Soutif, critique à la fois de jazz dans les années 70 et puis directeur de Bobo, une espèce de multicasquette, personnage encyclopédique. Donc c'était une exposition encyclopédique, parce qu'il dit personnage commissaire encyclopédique, exposition encyclopédique. Donc là, c'était l'exposition radicale, c'est-à-dire c'était une exposition art et art contemporain, donc l'influence de jazz sur les arts du XXe siècle, donc le sujet est très vaste, très grand. Et donc on n'a quasiment pas de projecteur, on doit avoir un ou deux qui prennent malheureusement, c'est comme ça. Mais sinon, toute l'expo est allumée avec juste des tubes fluorescents suspendus, des laser blades, donc c'est comme des sabres laser. D'ailleurs, on s'est amusé une fois à faire la fête avec ça, et bon, il faut pas le faire, hein, je déconseille totalement, mais c'était rigolo. Donc voilà, donc c'est des sabres laser
suspendus. Donc on avait 600 sabres laser suspendus qui venaient éclairer tout l'expo. En fait, du coup, il n'y avait plus rien à régler. Donc, ah oui, juste pour parler de réglage, je parlais de 2 personnes qui nous ont suivis pendant toutes nos expositions qui continuent. Donc Hervé Audibert, donc éclairagiste, pardon, ils n'aiment pas qu'on dise éclairagiste, concepteur lumière, et Philippe Collet, 80% Philippe Collet, 20% dans le projet de manière générale. Philippe Collet est un grand bonhomme de précision pour la lumière et qui nous a toujours accompagnés. Et qui aime bien travailler. On aime bien travailler. Donc voilà, donc en fait l'idée de ce labyrinthe éclaté, c'était quoi? C'était de fabriquer une sorte finalement à la fois c'était des poches qui étaient en connexion avec cette rue que vous voyez ici. Voilà, cette espèce de rue qui parlait du jazz de manière historique, avec une chronologie, et donc ces poches qui étaient à la fois des poches, mais à la fois des poches éclatées qui fabriquaient des cadrages sur des œuvres qui étaient à l'arrière, positionnées à l'arrière. Donc on avait à la fois, dans une sorte de labyrinthe à la fois organisé, mais en même temps avec des profondeurs de champ, des cadrages d'une œuvre vers d'autres œuvres, d'une série d'œuvres vers une série d'œuvres. C'était aussi pour mettre en scène la transversalité dans l'histoire de l'art. Voilà, donc tous ces failles, ces creux servent. Et on s'en est servi pour positionner des bancs pour poliment ne pas inviter les gens à traverser. Alors, galerie de l'histoire du château de Versailles, donc 11 salles du château de Versailles qu'on a aménagées de manière permanente. Donc là, on a gagné le prix du Centre européen d'architecture et Chicago Atheneum. Donc voilà, donc en fait c'est un projet extrêmement minimaliste, donc c'est 11 salles qui jouent la variation de tonalité de gris. Pourquoi le gris? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le gris clair, en fait, cette tonalité-là, gris assez clair, révèle tout, comment dire, change de couleur selon ce que contient l'espace. Et on a fabriqué aussi un lustre, plutôt qui est à une échelle architecturale, qui est pendu au milieu de chaque pièce, ce qu'on voit en plan là. Et voilà, donc ça c'est la salle d'introduction. Donc ces éléments un peu suspendus, ces types de blocs suspendus au milieu de chaque pièce, donnent l'opportunité à la fois d'éclairer de manière diffuse par le dessous, et à la fois de manière directionnelle par le dessus, parce qu'on avait caché tous les projecteurs au-dessus du volume. Voilà. Et en fait, si vous voyez, on s'est servi des excroissances aussi de la boiserie, des boiseries pour. Enfin, on s'est basé sur la géométrie des boiseries, des lambris-bas, pour fabriquer des excroissances qui contenaient toute la partie pédagogique, c'est-à-dire le cartel des informations, et étaient tous rétroéclairés pour ne pas être amenés à les éclairer. Voilà, et en fait, cette peau qui est partout, en fait, c'est du corian. C'est-à-dire qu'on est venu habiller en corian toutes les salles. Et ça a été un boulot incroyable de pouvoir tout mettre au niveau, parce que vous imaginez le château avec l'âge, voilà, les murs sont comme ça. Donc ça a été un boulot incroyable de tout lisser pour que ce soit au même niveau. Et on a fait une gravure en dégradé qui part du motif et qui le fait disparaître le motif quand il descend vers le bas, vers les tableaux, pour ne pas que les tableaux soient gênés par la gravure des parois. Voilà, et on a aussi gravé. Donc en fait, les gravures sont vous voyez là, elles sont en dégradé en fait. Voilà. Alors, exposition sur la musique. Alors, Staline, Lénine et la musique. C'est hyper sérieux. Au musée de la musique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne le saurais pas. Rentrer dans le détail, le contenu parfois nous échappe, même souvent. Oui, en fait, le contenu, il faut dire, bon, je vais dire quelque chose un peu peut-être énorme, mais le contenu est un prétexte. En fait, je dirais pas qu'on s'en fout du contenu, mais honnêtement, ce qui compte, c'est ce qu'on dégage. Vous voyez, c'est la vapeur qui nous intéresse quand on fait évaporer la chose, et pas la chose qui est dans la casserole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui nous intéresse. Et voilà, donc voilà, c'est malheureux de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Donc on a 2 types d'expositions, deux types d'espaces. Pourquoi je dis 2 types d'expositions? Parce que en fait, il y a 2 figures archétypes. Un pour la musique et Staline, je vous laisse deviner lequel, et l'autre pour musique et Lénine. Voilà. Donc, voilà, bon, pas de suspense, musique et Lénine c'est en bas, musique et Staline c'est en haut. Donc, musique et Lénine, voilà, une sorte de dissémination
et finalement d'indépendance de l'art, d'une certaine façon, d'indépendance des mouvements. Et, voilà. Et la naissance des mouvements aussi, c'est le moment où il y a une force artistique assez fraîche qui émane. Et puis arrivée de Staline, donc beaucoup plus linéaire, et donc avec la statue de Staline au bout, le discours de Staline au fond, qui enferme donc l'URSS dans un, comment on appelle ça, dans du régionalisme. Et donc il y avait une chose, c'est que tout là, vous voyez pas les œuvres, vous voyez que les discours finalement. Alors là, c'est le discours du commissaire, parce qu'il y a écrit, ce qui est écrit au mur, et en fait les œuvres sont derrière. Les parois, ils sont placées en oblique. Ce qui fait que quand on arrive dans le deuxième espace, on ne voit que Staline en fait. Et en fait, quand on avance, on commence à découvrir des choses, et puis quand on se retourne, une fois qu'on arrive de l'autre côté, on voit les œuvres. Voilà. Vous avez compris quoi, j'ai pas besoin de faire un dessin. Et archi-bande dessinée, pour finir, c'était l'architecture. Donc la banane, que tout le monde connaît, elle est très longue et courbe. Heureusement qu'elle est courbe, sinon on s'ennuierait. Donc on est venu encore plus, on est venu fragmenter pour fabriquer des différents moments, pour ne pas se retrouver dans le mur. Donc c'était architecturement dessiné. Donc l'idée c'était d'utiliser l'espace comme aussi une page espace, donc fabriquer l'ambiguïté entre la page et l'espace. Donc voilà, sur 2/3 du trajectoire, l'influence de l'architecture sur la bande dessinée, et le tiers du trajectoire, du parcours, l'influence de la bande dessinée sur l'architecture. Donc là, on quitte la page. Donc ça, c'est l'échafaudage, avec les tubes fluo, parce qu'en fait, on avait rétroéclairé toute la peau. Et il y avait sur une chose qu'on ne voit pas ici, mais on avait une espèce de... on lançait à un moment donné une lumière très très forte, de manière un peu flash, parce qu'on se disait que, comme on était dans une grande longueur, il fallait réveiller les gens, parce qu'au bout d'un moment, ils s'endormaient. Donc on faisait des flashs comme ça de temps en temps. Je ne sais pas si ça marchait. Et là, c'est la partie architecture. Voilà, c'est fini. Merci Reza. En fait, on s'aperçoit que plus il y a de contraintes, plus il y a de création, non? On a l'impression que c'est là, quand tu parles de gens nouvelles, du bâtiment d'en face et autres, dont tu as fait l'éloge spatial, c'est vrai qu'en même temps, le plan, on voit bien, n'est pas spécialement facile. Donc, et ici, c'est pas spécialement facile non plus. Donc, alors plus il y a de contraintes, oui, mais quand on a le choix. C'est ça la différence. C'est-à-dire que la contrainte est formidable pour créer, mais quand on vous donne le choix d'utiliser ces contraintes. C'est-à-dire quand on vous impose, en fait, finalement, d'une certaine façon, la direction que vous devez prendre face à ces contraintes, la chose se rétrécit, en fait. Par contre, quand la contrainte, on s'arrête à la contrainte, et on dit voilà les contraintes, on fait avec, là, c'est beaucoup plus excitant. Bon, on a été bien, nous, ici. Bon, ça me rassure. Léonard Lassagne, donc de Data Architecture, dont je rappelle qu'en ce moment, il est sur un très grand chantier avec Rem Koolhaas, donc la fondation qui va bientôt ouvrir dans le Marais, donc je vais lui laisser découvrir développer les choses. Voilà, Léonard, c'est à toi. Bonsoir. Alors, nous, le propos sera un petit peu différent puisqu'on sera finalement un petit peu en amont de ces scénographies qui ont été par exemple montrées par Reza, et puisqu'on va plutôt parler d'architecture et de dispositifs architecturaux à travers deux exemples de projets où on intervient sur des bâtiments existants qu'on transforme à la manière d'en créer des bâtiments dispositifs, des bâtiments machines, des bâtiments support machine scénographique. Voilà. Donc c'est un petit peu différent, on est un petit peu en amont, et où finalement les questions de lumière seront plutôt dans un premier temps, et c'est là où on s'écarte un petit peu du sujet, plutôt d'avoir des qualités de lumière naturelles optimales, mais ensuite aussi de proposer finalement une stratégie de lumière artificielle assez neutre, réglable, capable, transformable, qui soit support ensuite aux œuvres qui seront exposées. Donc ces deux projets, bon, ça ne marche pas.
La télécommande ne marche pas. Donc, pardon. Donc on fait un petit switch. Donc rapidement, l'agence Data, fondée en 2010, 2 associés, Colin Régnier et moi-même, une relativement jeune agence. On travaille sur vraiment tout type de programmes, et notamment sur les 2 qu'on va vous présenter. Donc la première, c'est la maison du directeur, c'est la maison des projets de la CEMAPA ZAC Paris Rive Gauche. C'est un bâtiment qu'on a livré l'an dernier. Il s'agissait, pour ceux qui sont peut-être étudiants à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, de la petite maison un petit peu trapue et disgracieuse posée sur le parvis, qui n'a finalement jamais été démolie, qui a été conservée, étonnamment pas si mal entretenue, en tout cas pour sa partie de clos couvert. Et un jour, il a été question d'y transférer le territoire de la CEMAPA, évoluant finalement de plus en plus vers Ivry, le boulevard périphérique, etc. Ça devient un peu plus au centre de leur zone d'intervention, et ils ont pensé que ça pourrait être le lieu de leur maison des projets. Donc voilà, nous sommes en bord de Seine, devant l'école d'architecture, et l'idée de la CEMAPA était donc d'exposer la ville déjà en partie constituée, ce grand quartier de Paris-Rive-Gauche que nous connaissons, depuis Austerlitz, la grande bibliothèque, tous les grands monuments, toutes les grandes universités qui ont été constituées, mais aussi d'exposer les quartiers à venir, les futurs territoires de développement de Paris, en direction du boulevard périphérique, d'Ivry, et tous ces nouveaux territoires. Et donc assez rapidement, on est arrivé à une proposition qui a été de dire, considérons qu'on a une enveloppe qui est en bon état, on ne la touche pas, économie de moyens, et en revanche, on vide absolument l'intégralité de la maison, et on va juste construire un grand mur séparatif qui séparera la partie d'exposition d'une bande un peu servante qui contiendra les distributions diverses, verticales, mais aussi les sanitaires des espaces de service, et à ce grand mur séparatif qui est donc sein d'une partie, on va dire, circulation d'une partie exposition, on a cette sorte de rondelle un petit peu accrochée sur ce mur en porte-à-faux et qui contient l'intégralité des dispositifs scénographiques et techniques du projet. Voilà, donc c'est ce qu'on commence à voir un peu ici. Donc c'est un projet sur lequel on a travaillé notamment sur, bien sûr, un peu les dispositifs scénographiques, mais également sur tout le commissariat d'exposition. Et donc on avait monté une équipe là-dessus qui nous a beaucoup aidé, parce qu'on a dû aussi faire des gros travaux d'archives pour présenter un peu tout ce territoire déjà en partie constitué. Et on a considéré que cette maison, c'était un petit peu comme un peu une maison des guides, où finalement les gens qui sont intéressés viennent sur place, récupèrent des informations. Et l'idée, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire constitué, donc à eux ensuite d'aller se promener dans cette grande ZAC Paris-Rive-Gauche et d'aller découvrir les différentes époques urbaines et les monuments architecturaux qui la constituent. Donc on a cette sorte de grande rondelle suspendue à ce mur, qui est l'espace un petit peu d'exposition, ce qui en contient 3 niveaux, donc un rez-de-chaussée, un premier étage qui est fermé dans la rondelle et une partie en mezzanine. Un des enjeux, c'est qu'en fait la maison est absolument minuscule, parce qu'elle fait tout juste 120 mètres carrés au sol, et on avait quand même quelques contraintes, ce qui était notamment de devoir loger la très grande maquette de la ZAC Paris-Rive-Gauche, qui appartenait déjà à la CEMAPA, et qui est absolument énorme. Et donc assez vite, on en est arrivé à l'idée, voilà, on voit un petit peu les éléments de contexte, on en est arrivé à l'idée qu'il fallait, on voit déjà la grande maquette en bas qui est suspendue, qui était de dire qu'on veut faire un outil, on veut faire une machine, on veut qu'elle soit capable, on veut qu'elle puisse servir quand même à beaucoup de choses. On ignore la manière aussi dont ce territoire va se construire dans le futur, et peut-être même on ignore une partie des volontés d'usage réel de la CEMAPA. Donc on va faire une sorte de machine un peu à tout faire, et qui soit en gros capable d'accueillir tout type d'événements, des délégations, des expositions, pourquoi pas des conférences, etc. Et donc on a évidé le volume, on a créé cette rondelle en suspension qui contient le seul volume chauffé et climatisé du bâtiment, qui ne touche pas les murs, qui est un peu comme en suspension, donc on a une grande qualité de lumière naturelle dans l'intégralité du bâtiment, et de cette maquette qui était quand même vraiment extrêmement contraignante, bêtement en fait on l'a suspendue à des systèmes de poulies, et en fait elle monte et elle descend dans le plafond, donc c'est vraiment quelque chose de très simple, et ça libère ainsi totalement le rez-de-chaussée, et donc on peut l'utiliser pour tout type d'événements divers et variés. Alors c'est aussi un endroit où la question d'exposer est un petit peu particulière, parce qu'on a fait assez tôt le choix d'avoir quasiment aucun support réellement physique, ni panneau, ni éléments comme ça, et on a absolument tout numérisé, et on a surtout concentré tout le savoir emmagasiné autour de grands thèmes qui sont en fait surtout déclinés à travers une appli. Donc en fait, vous allez sur place, vous téléchargez l'appli, vous récupérez des informations plus ou moins variées, et ensuite surtout vous allez vous balader ensuite avec votre téléphone à travers toute une succession de parcours.
Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc c'est vraiment réduit à la portion assez congrue, les éléments-là. Et donc là, on a travaillé avec un designer qui s'appelle Joran Briand, qui a aussi dessiné toutes les parties de mobilier, parce qu'on évoquait aussi la question peut-être du design. Donc c'est ces tabourets qui ont été créés spécialement pour ça, et édités pour ce projet. Et donc voilà, toujours les questions très forte qualité de lumière naturelle et des grands cadrages sur Paris, notamment depuis toutes les parties distributives. Donc ici, on est dans le seul espace, on va dire, chauffé du bâtiment. Il s'avère d'ailleurs que ce sera un problème, parce que finalement, étant donné que les gens qui travaillent à demeure sont plutôt au rez-de-chaussée, en fait, ils ont extrêmement froid l'hiver. Et donc, c'est un sacré problème. Néanmoins, cet espace-là est chauffé parce que c'est aussi potentiellement le seul où on avait envisagé qu'il y ait des gens en position statique. Parce qu'il y a des vidéos qui défilent, des différents interlocuteurs de la ZAC. Donc on s'est dit, ici, il faudrait quand même pas trop qu'ils se caillent. En gros. Et après, on le verra un petit peu plus loin, on est allé dans une forme de minimalisme de l'éclairage, où en fait, on n'a que des réglettes fluo qui sont gradables et qui sont scénarisées. Et en fait, c'est la seule manière qu'on a de gérer l'éclairage artificiel, sachant qu'effectivement, on est toujours dans cette salle au milieu, cette salle qui est dans la rondelle suspendue, et que pour des besoins de projection, etc., on peut complètement l'occulter avec un grand rideau périphérique. Donc finalement, mais c'est aussi un peu à l'image, je pense, des projets qu'on développe à l'agence et dans lesquels il n'y a pas forcément de scénographie, on a toujours une forme de neutralité assez forte, parce qu'on considère qu'on fabrique un peu des machines et qu'après, on a des usagers, des utilisateurs qui doivent pouvoir se l'approprier et le transformer un petit peu à leur guise. Voilà, donc là c'est la sous-face de la maquette qu'on peut voir. Et là normalement il y a une vidéo. J'ai dit normalement. Donc il n'y a pas de vidéo. Sinon, entrée. Et il n'y aura pas de vidéo. On voyait la maquette qui monte et qui descend. C'est dommage. Et vous l'imaginez. Ça monte, ça descend. Et en fait c'est hyper rapide. Je confirme, elle marche bien. Elle monte, elle descend. Voilà. Second projet, également dans une intervention dans un bâtiment existant. Donc là, il s'agit de la fondation du groupe Galeries Lafayette. C'est un projet qu'on a commencé en 2012 quand Oma a fait appel à nous parce qu'il désirait avoir une équipe française pour les accompagner sur ce projet qui venait de leur être commandé par les Galeries Lafayette et Citinov, qui est la filiale immobilière du groupe. Et donc il s'agit, nous sommes dans le Marais, nous sommes pas très loin entre la rue des Archives et la rue du Temple, pas très loin ici, on peut le voir, c'est le BHV, donc c'est aussi un peu le navire amiral du groupe, puisqu'il appartient également au groupe Galeries Lafayette. Et les Galeries Lafayette ont un patrimoine assez important dans le quartier. Et ils ont un jour, sous l'impulsion de Guillaume Houzé, qui est un membre de la famille propriétaire des Galeries Lafayette, décidé de créer une fondation d'art contemporain dans le Marais, dans un bâtiment qui leur appartenait. Et l'idée était assez rapidement, surtout c'est pas un musée, c'est tout sauf un musée, c'est un lieu de production culturelle où il y aura des artistes qui viendront en résidence et qui devront produire des œuvres in situ. Donc c'est quelque chose qui est un peu particulier. Donc il y a aussi quand même déjà la notion de production qui va nous amener quand même à parler de dispositifs et de machines, et d'éléments mobiles et d'éléments de transformation. Et donc le projet, qui comprend un bâtiment sur rue, sur la rue du Plâtre, d'époque un petit peu pré-industrielle, un bâtiment avec 2 ailes. Finalement, il y avait une adjonction entre les 2 ailes, d'époque plus contemporaine, qui était une sorte d'amphithéâtre, et il a été décidé de le détruire, et que la seule intervention neuve dans le bâtiment, ce serait de construire cette sorte de tour que l'on voit ici. Donc une des ailes a été enlevée pour la maquette, pour qu'on voit de manière un petit peu plus simple, et que ce soit une véritable tour scénographique et curatoriale. Et cette tour, elle est un petit peu particulière tout de même. C'est-à-dire que c'est une sorte de grande cage métallique avec 2 grands planchers. C'est ce qu'on voit ici sur ces photos des maquettes de France Barthésius, qui travaille avec Oma. C'est qu'en fait, ces planchers, en fait, ils sont mobiles. C'est-à-dire que ces 2 grands planchers sont chacun sécables en 2, et donc ils peuvent se monter et se descendre dans l'intégralité du volume de la tour. Et ainsi, on peut créer toute une diversité d'espaces, et donc d'espaces scénographiques et éventuellement ascénographiés. Et donc, on a aujourd'hui 49 possibilités de déplacer ces planchers, ce qui permet à l'artiste qui vient et qui produit ses œuvres in situ, puisque l'intégralité du sous-sol est une sorte d'énorme atelier de production, ensuite de diffuser ses œuvres comme il l'entend et de moduler à l'envi l'espace de la fondation. Donc ça laisse une possibilité de configuration, de choix et d'organisation qui est quand même absolument énorme.
Donc on peut avoir, comme on voit sur cette vue-là, on est actuellement en chantier. Le chantier se termine bientôt et la fondation ouvre au printemps, juste pour le timing. Donc j'ai préféré montrer pour le moment plutôt des images du projet. Voilà. Donc on peut être dans cet immense volume, on peut imaginer une œuvre monumentale. Et là, c'était tous les essais qui avaient été faits avec Oma sur la configuration de cette grande tour scénographique. Et en fait, ce qui était intéressant avec Oma, mais c'est aussi quelque chose, et ça c'est une petite parenthèse, et probablement peut-être même une petite digression, ce qui nous intéresse toujours beaucoup, c'est de déplacer un petit peu les lignes, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin que ce qu'on avait imaginé à l'origine, et de toujours un peu essayer de sortir de notre zone de confort, et de toujours essayer de préférer le challenge avec tout ce que ça peut avoir de risqué au confort. Voilà, donc ça, j'aime bien cette image. Je vous remercie. Merci Léonard. Moi, je note une chose, c'est que vous aimez bien les choses qui montent et qui descendent, hein, déjà. Et la deuxième chose, c'est de rappeler que dans cette histoire, il y a quand même une contextualité presque. Il faut se souvenir que le projet de Rogers et Piano, le projet initial, prévoyait justement des planchers qui montaient et qui descendaient. Et ça ne s'est jamais réalisé. Et ensuite, ces gens nouvelles à la Fondation Cartier, qui a un très beau vernissage ce soir, et je vous remercie d'avoir choisi de venir la citer quand même pour écouter nos jeunes architectes brillants ici, eh bien, là aussi, Jean, il avait imaginé et prévu, d'ailleurs, un système qui montait et qui descendait. Donc là, vous l'avez fait. Et ça va marcher. Ça marche. Voilà. Je l'ai vu marcher hier. On avait une visite de chantier où il y avait la maire de Paris et Rem était là également. Ça fonctionne. Tant mieux pour nous, sinon je ne serais probablement pas là ce soir pour vous parler. Bon. J'aurais été séquestré, voire exécuté. Mais ça fonctionne bien. Et effectivement, tu fais référence au projet de Pompidou. Et il y a deux choses sur une échelle qu'il convient de relativiser. On n'est pas du tout sur le même type d'échelle. Donc c'est aussi, si tu veux, quelque chose qui nous a aussi permis de faire ça. Probablement, l'échelle un petit peu plus limitée de projet a permis ce dispositif qui est quand même extrêmement complexe. Parce qu'on a l'impression que c'est qu'un dispositif scénographique. Finalement, techniquement, c'est pas très compliqué. Il s'agit de faire monter des planchers et de les faire descendre sur des crémaillères. Techniquement, c'est extrêmement simple. En revanche, on est dans un bâtiment qui reçoit du public, donc un bâtiment qu'on doit notamment désenfumer et évacuer. Et donc, chacun des scénarios d'installation des planchers dans le volume, c'est un scénario de sécurité incendie particulier et un scénario de désenfumage. Donc ça demandait des années de mise au point, des tests en laboratoire pour être réalisé. Et l'autre aspect qui est intéressant dans ce que tu évoquais de Bobo, mais dont tu n'en as pas parlé, c'est qu'à l'origine également, il y avait quand même l'idée du parvis qui remontait, qui était traversant jusqu'à la rue du Renard. Et ça, c'est quelque chose, dans une moindre échelle toujours, qu'on aura, puisque le rez-de-chaussée de la fondation sera complètement ouvert et qu'on pourra, depuis la rue du Plâtre, aller jusqu'à la rue de Sainte-Croix de la Bretonnerie, en franchissant l'intégralité de l'épaisseur de l'îlot via la fondation, et redonner un caractère complètement public de la rue et de ses traversées qui sont aujourd'hui des espaces complètement privatifs auxquels on n'a pas accès. Non chauffés. Si, en partie chauffés, mais après il y a une partie de passage quand même. On n'est pas sur des questions thermiques ce soir, parce que sinon... Non, on se reverra pour ça. On se reverra pour ça. En tout cas, merci de leur donner la primeur de ce projet. Julien, Julien, je laisse mettre en place. L'agence Raum est basée à Nantes et vient d'être lauréate d'ailleurs l'un des projets de Paris, de la métropole, réinventer la métropole, je tiens à le dire, c'est tout frais. Sur le site de Badiou. Donc, félicitations, mais on va pas parler de ça ce soir, on va parler donc de la scénographie et des expériences de cette jeune agence dans ce domaine. Donc merci, donc oui, Julien Perrault. Raum, c'est une agence d'architecture. On est entre 10 et 15 personnes. Et on est 3 associés avec Benjamin Boré et Thomas Durand. Et on fait très peu de scénographie. Donc je vais être un peu entre les deux présentations que vous venez d'avoir. Je vais essayer de pas trop prendre la tangente. Et sur la question de la lumière aussi, il y a un truc qui nous intéresse pas mal, c'est la question de l'ombre, et c'est le manque de lumière. Et je suis aussi enseignant à l'école d'architecture de Nantes, j'ai la chance d'être enseignant dans l'école de la Caton-Vassal, qui est assez agréable au final, parce qu'on a des plateaux extrêmement longs, et qu'en fait, extrêmement grands, et qu'on se retrouve à des distances très importantes des façades, et qu'en fait, on a le temps, on a la distance pour voir la lumière, comme ça, de la façade,
sur des façades de 6 mètres de haut qui s'effacent comme ça sur 10, 20, 30 mètres. Et au final, c'est ça qui nous intéresse. 2 mots peut-être par rapport à notre pratique avant de vous montrer Donc on a fait juste une sélection de quelques scénographies qu'on a fait. Nous, ce qui nous intéresse dans la pratique de l'architecture, c'est de proposer des situations. Je me retrouve pas mal dans ce que tu viens de montrer sur le fait voilà, c'est toujours des choses que je trouve assez magiques, de comment est-ce que nous, architectes, on peut proposer de nouvelles situations. Une situation de conférencier ici, elle est pas mal. Notre plateforme, elle est plutôt bien faite parce que on est tous assez proches, on arrive à se regarder. Voilà. C'est le travail des freaks architectes, hein, je tiens à le dire. Et donc quand on a été Naja en 2009, on n'a pas fait la scénographie, c'est les freaks qui l'ont fait. J'étais très content. Voilà. Dans les scénographies qu'on a pu faire, à chaque fois pour nous, c'est un espèce de petit challenge de se dire, voilà, on va tester un peu une situation, on va tester une mise en œuvre, on va tester de la matière, et si on continue à faire, on va dire, une scénographie par an à peu près, c'est parce que ce temps très court, cette immédiateté de la scénographie, nous intéresse pour le coup énormément. C'est-à-dire que il y a quand même une frustration des architectes. Comme je dis, il a fallu pendant 2 ans ou 3 ans discuter avec des pompiers pour voir tous les scénarios. On a un peu envie voilà, on a envie de voir si ça marche, quoi. Et on a réalisé il n'y a pas très longtemps l'extension du conservatoire de musique et de danse sur l'île de Nantes, qui est un gros bâtiment en briques blanches. Et on a proposé justement d'avoir des salles de danse qui avaient une façade entière. Chaque salle, chaque studio de danse a une façade entière qui est ouverte sur la ville. Et il y avait des questions justement de rapport à l'intimité, de rapport à la lumière, de la part du maître d'ouvrage qui était normal. Et au final, on se rend compte, on a fait un petit film, si vous allez sur notre site, il y a un lien sur ramon.fr. Et au final, on s'est rendu compte que les usagers, ils passent leur temps avec leur téléphone en train de se mettre sur Instagram, sur Facebook, et la question de l'intimité, du rapport à la ville, elle a un peu changé, quoi. Et au final, l'architecture, quand elle accompagne ça, on est plutôt content de se dire, tiens, on avait senti un truc qui fonctionnait. Donc, pour revenir à la scénographie, donc je vais présenter quelques extraits, dont 3 ou 4 qui ont été faits ici, à la Cité de l'Architecture, et à chaque fois qui ont été une interprétation d'une commande. Et pour revenir à ce que tu disais sur le lien, c'est toujours une vraie question quand on a une exposition, de se dire est-ce que jusqu'à quel point dans les formes qu'on va créer, dans la mise en œuvre, dans la spatialité, on accompagne ou non le propos, quoi. Et est-ce que le propos il va être plus ou moins intéressant si on l'accompagne, si c'est complètement si ça va dans cette continuité, ou si on propose quelque chose d'assez neutre, qui au final propose peut-être autre chose, mais voilà, qui fait peut-être ressentir un peu plus le propos. Nous, c'est la question à chaque fois qu'on se pose, c'est peut-être la première, après celle de l'argent peut-être, mais il y a une autre question sur les scénographies, mais aussi sur l'architecture. C'est une contrainte, oui. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu la mets, celle-là. Donc là, il s'agissait d'une scénographie qui aussi, et sur l'expo que vous aviez fait, elle marchait très bien parce qu'elle était transposable très facilement sur l'expo des Naja. Et c'est une contrainte qui est de plus en plus récurrente. C'est-à-dire que les scénographies, on nous demande de plus en plus faut qu'elles soient pas chères, autonomes, écolo et transportables. Et c'est un peu compliqué, puis c'est toujours ces questions-là qui reviennent un peu. Et donc là, sur l'exposition, donc qui était un bâtiment combien de vie, donc qui était sur un peu la question de la deuxième vie, troisième, quatrième vie des bâtiments, sur le réusage des bâtiments, sur comment est-ce qu'on considère un espace comme un espace capable. Et bien justement, c'était une des contraintes. Tu l'as dit, elle est partie en Colombie là, et donc on a pensé avec un budget qui était assez contraint parce qu'au final il y avait beaucoup de choses à exposer et donc avec des surfaces très très importantes. Donc on a proposé. Je dois préciser qu'elle a été remontée aussi aux abattoirs de Nice dans le nouveau site d'art contemporain de la ville de Nice, puis aussi à Ajaccio dans l'ancienne capitainerie. Donc on voit bien qu'elle est toujours dans ces situations où avec des bâtiments, je veux dire, qui n'ont pas été taillés pour elle. C'est l'inverse. Là, le choix, pour le coup, quand c'est déplaçable et quand c'est transposable, le choix il est assez clair. C'est-à-dire qu'on est obligé de proposer quelque chose d'autonome. Donc là, on a travaillé sur un système de lustre, donc vraiment très très simple. Donc on est sur du tube métallique
avec du néon et puis des parois en vinyle rétroéclairées qui permettent et d'éclairer la pièce, d'éclairer les maquettes. Alors les maquettes, elles sont pas forcément suivies souvent dans les expositions d'architecture. Ce qui se déplace, c'est pas la totalité de l'exposition. Souvent les maquettes, elles restent au point de départ pour plein de raisons. C'est assez compliqué de déplacer des maquettes sur des questions d'encombrement, d'assurance, etc. Et donc là, le principe du projet, on le voit à peu près là, c'était que de la même manière que les petits Mikado tout à l'heure, on vient éclairer la pièce, et puis là on vient suspendre avec la maquette qui est dessous, et du coup on éclaire la maquette en même temps avec ce même procédé. Donc on a essayé, en gros, de dire on fait avec vraiment le moins de matière possible et le moins d'énergie possible. On essaye de faire le job comme ça de manière très simple. L'idée initiale, mais il me semble que dans toutes les... Là, c'est que des photos de la Cité de l'Archi, mais elle n'a jamais été remontée à l'envers encore. Parce que l'origine, l'idée au début, on s'est dit... On a choisi le lustre et jamais le lampadaire, mais c'est parce ça. que... Elle marchait dans l'autre sens. On disait, on met un trépied, puis vous savez, ça devient une espèce de comment on dit, un truc pour les cartes postales, là. Un présentoir de cartes postales. On pouvait le retourner, ça marchait aussi si on n'avait pas les maquettes. Mais a priori, elle a fonctionné comme ça à des hauteurs différentes. Les photos avaient l'air de fonctionner. Et donc, quand je disais que ce qui nous intéresse, c'est aussi l'ombre, c'est qu'au final, dans un espace d'exposition, dans un espace muséal, cette intensité lumineuse, c'est elle qui régit quand même le degré d'intimité des espaces. Beaucoup. Parce que souvent, même si c'est cloisonné, on entend toujours ce qui se passe derrière. On est très rarement mis à distance, ce qui pose d'ailleurs les problèmes des black box et des projections. On a vachement de mal à contrôler le son de manière hyper efficace en laissant des flux de personnes rentrer et sortir sans fermer la porte derrière. Donc la question de la lumière derrière, ça participe de ça. Elle participe, pour nous, c'est une des composantes un peu majeures de la manière dont on va pouvoir travailler l'intimité. Je passe à une deuxième exposition qui était ici même, qui était à la place de la plateforme, hein, qui était sur tout l'espace. Il me semble que c'était la première exposition qui était faite après la rénovation de Nicole Concordet, je pense. Donc qui était sur une thématique qui était autour de la proximité en ville. Et donc pas hyper évident pour nous parce que le sujet c'était plutôt des projets urbains, c'est très très éclectique, c'est très large. Et puis un espace ici qui est un espace, alors encore une fois, c'est pas parce que c'est des amis, mais cet espace-là est très bien fait. Mais la problématique de faire une expo ici sur toute l'entrée, c'est que vous avez vu, on rentre et on le traverse dans l'autre sens, quoi. Donc c'est un peu le même phénomène qu'une expo de photos dans un bar, même si les photos sont très bien, c'est rarement hyper bien. Donc il y avait un peu cette crainte-là. Et donc en fait, on le voit ici, le principe il est là. Hein. C'est qu'on a proposé juste en fait des espèces de grosses assises qui permettent de faire support d'exposition, qui pareil participent pleinement à l'éclairage du lieu. Ça nous permet de descendre un petit peu les lumières globales et puis de gérer la lumière par la proposition de Céno. Et donc en gros on était dans un banc et on pouvait regarder la projection qui était en face en entendant le son de la projection à l'arrière du banc. Et puis la même chose, c'était réciproque avec la personne qui le fait en face, quoi. L'idée, c'est de se dire, là pour le coup, on trouvait ça assez marrant de venir en continuité de la thématique, c'est-à-dire de parler de la proximité en ville sur un truc qui est quand même assez individuel. De visiter une exposition, c'est rarement un acte collectif. Là, on trouvait ça plutôt marrant de mettre en face des gens qui regardent des films et puis au final, s'ils baissent un peu les yeux, je ne sais pas s'il y a eu des rencontres, mais en tout cas, c'était l'idée que ça puisse arriver nous a guidés dans ce travail. Donc voilà, on a l'accueil qui est juste derrière, qui est derrière. Donc l'idée c'est pareil, hein, on est sur du Tasso 5.5 qui est utilisé sur l'ensemble de la scénographie. Ça on va le retrouver à chaque fois. Et ce qu'on essaye aussi de faire dans notre architecture, ce qui est plus dur dans l'architecture, mais je pense que c'est un enjeu d'essayer en tout cas de parler du développement durable, donc c'est pas spécialement notre sujet. Par contre, d'essayer de limiter le nombre de matériaux pour essayer de contrôler au maximum les mises en œuvre, la manière dont ils sont mis en œuvre, d'où ils viennent, comment ils sont produits, ça nous semble être quelque chose qu'on imagine pouvoir à peu près gérer.
Donc c'est plutôt le chemin qu'on prend. Et dans les scénographies, bah, ça pour le coup c'est génial parce qu'on peut se dire, allez, comme faire un ancien échafaudage, vous savez, les vieux échafaudages en bois qui sont faits avec un seul type de planche. Voilà, on se dit, allez, on se met la contrainte, on prend un Tasso 5.5 et puis on le fait avec. Toutes les photos quasiment sont d'Audrey Sardon qui fait les photos de l'atelier. Troisième et avant-dernier extrait. Il s'agit de la dernière scénographie qu'on a fait ici l'année dernière. Et donc c'était sur un peu la même thématique, donc c'est sur le même sujet de présenter des projets urbains. On a fait cet exercice-là 3 fois. Donc 3 fois on a essayé 3 options différentes. On a dit qu'on ne le referait plus parce qu'on avait peur d'être d'être à sec. Là l'idée c'est que donc on est dans le même espace que tu montrais tout à l'heure. Il me semble que c'était dans la cathédrale, non? Donc je ne sais pas si vous connaissez cet espace en bas, donc qui est un grand espace courbe, qui pour le coup a très peu de lumière. Et donc là le principe de cette exposition, c'était un peu de dire sur la réversité, on va en fait avancer dans l'expo. Et donc au final, on a une expo, on a toujours un intérieur et un extérieur, un intrado, un extrado. Et en fait l'extrado, lui, il est miroir. Et donc quand on rentre dans la salle, on voit que les miroirs. En fait, plus on avance, plus on découvre la scénographie, on découvre le contenu. Et au fur et à mesure, du coup, on voit les choses, et puis quand on refait le chemin en sens inverse, ben, on voit le chemin qu'on a parcouru, et voilà, ça nous permettait de faire une espèce de mise en abîme du contenu, qui était pour le coup encore en lien avec celui-ci, qui finissait par un travail qu'avait fait Stéphane Champlan, qui travaille sur le réusage des matériaux, avec l'exposition d'éléments de Mardici. On travaille avec, ça n'avait rien à voir avec l'exposition, mais on travaille avec Stéphane depuis 2007 sur ces questions de réusage de matériaux et de comment est-ce qu'on construit des matériaux avec de la récup sans que ça ait une image et une esthétique de matériaux récupérés. Donc là, encore une fois, pareil, hein, là les tubes ils font 30-30, c'est du tube acier soudé avec du polymiroir qui vient dessus. Et on retrouve à chaque fois un peu la même thématique, c'est aussi sur la question de... Là on est sur des scénographies où on a essentiellement de l'affichage de photographies. Et à chaque fois qu'on a travaillé ici, et on travaille avec l'ESCO, qui sont des architectes scénographes à Bruxelles, avec qui nous on a pas mal travaillé, qui ont travaillé d'ailleurs sur le conservatoire de Nantes avec nous. On aime bien se dire que dans l'ensemble de ce qui va être proposé, eh ben, on accompagne le commissaire en disant ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, et à un moment de faire ressortir quelques grandes images, quelques grandes photos. Pour le coup, ça nous semble être un peu une référence aussi au contenu, au travail qui a été fait par tous les gens qui sont exposés là-dedans. Et voilà, d'essayer de donner comme ça une hiérarchie au-delà de la question juste de l'objet scénographique, quoi. Donc à chaque fois, là, c'est ce qu'on voit. Donc là, on a fait le rage sur une grande photo au fond. Et c'est à chaque fois ce qu'on a essayé de faire. Donc j'ai menti, c'était l'avant-avant-dernière. Celle-ci, c'est la première qu'on a fait dans ce cadre-là. Et donc c'est sur la même thématique autour de la question d'exposition de projets urbains. Et où là, pour le coup, il y avait pas mal d'entretiens qui se retrouvaient dedans. Et donc en gros, on a proposé une espèce de ville, une espèce de grande topographie dans laquelle on peut se promener et puis où on découvre des choses, où il y a un peu cette chose de la découverte de la scénographie au fur et à mesure. Quand on voit une espèce d'objet qui est un peu informe, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on rentre dedans, on se rend compte qu'on peut s'asseoir, on est un peu gêné parce qu'il y a des gens qui sont assis, qu'on ne peut pas passer, on fait le tour. Et quelque chose qui nous semblait être plutôt en cohérence avec les projets urbains exposés. Donc pour le coup là, par rapport aux autres éléments que j'ai pu montrer, on a recréé vraiment une intériorité. C'est-à-dire que tout cet ensemble, tous ces éléments exposés, bah, ça a recréé comme ça une espèce de peau, et puis une espèce de gruyère dans laquelle on rentrait. Puis une fois qu'on était dedans, bah, on pouvait un peu prendre des éléments de la scénographie. J'ai mis une photo de la lampe, hein, parce que c'était le sujet. Et la lumière sur le bois. Le bois est blanc à la lumière, c'est très beau. La dernière, pour le coup, qui est notre première scénographie, qui est une commande donc, d'exposition sur les métiers d'art au château de Kerguéhennec en Bretagne.
qui est donc un château qui est utilisé plutôt pour des expositions d'art contemporain, qui est utilisé par le FRAC. Et donc là, c'était un peu tous les métiers d'art de la région Bretagne qui étaient exposés. Donc il y avait des luthiers, il y avait des souffleurs de verre, il y avait mais énormément de monde, énormément de choses à exposer sur un territoire qui était très très grand, quoi. Et donc là, ce qu'on voit là, c'est des socles en carton. On a commandé des cartons qu'on a juste sérigraphiés avec juste des éléments faits de verre qui permettaient de donner un petit peu de luxe à la chose. Mais parce que c'était tellement énorme avec un budget qui n'était pas très grand, que la question, ça a toujours été de dire, on associe un matériau pauvre, un matériau un peu cheap, et puis un truc qui finit un peu, qui permet de dire, bon, on vient quand même mettre un piédestal pour l'œuvre voilà, c'est un minimum. Et donc, alors, cette photo est marrante parce que je me souviens plus si le taureau faisait partie de l'exposition ni l'aigle, et je pense pas. Mais dans le château de Kerguelen, il y avait plein de choses. C'est un château on avait quasiment l'impression qu'il était habité, mais dans lequel il y avait des expositions. Et donc là, ce qu'on voit, nous, ce qu'on a proposé, c'est l'élément de mobilier qui est au fond. En fait, c'est un élément qu'on a retrouvé partout dans le château. Et c'était des petits, vous voyez bien, ouais. Donc c'est assez simple, hein, c'est en fait le même élément bois. Donc on a utilisé du bouleau filmé blanc avec un film vinyle, donc du bouleau de 15 mm filmé blanc, qu'on a utilisé comme support d'exposition et aussi pour faire ce type de choses. En fait, c'était un petit atelier. Donc on voit avec une porte qui se referme par là pour que les artisans, il y avait quasiment, je sais pas, un tiers des artisans qui faisaient des démonstrations, parce qu'en fait c'est une exposition qui durait tout l'été. Et puis il y avait le souffleur de verre. Je ne pense pas qu'il soufflait, mais pour le coup le luthier il venait et puis il montrait comment il travaillait et il venait sur place. Donc en fait on avait disséminé comme ça dans les salles d'exposition. On avait offert à chaque exposant un petit atelier pour qu'il puisse ranger ses affaires le soir et qu'il puisse faire son truc. Et puis du coup ça participait de l'exposition. Donc voilà, on a un peu l'impression c'est un peu l'exposition à la maison. Et donc là on voit l'espèce de gros cartons. Alors c'était pas des cartons récupérés, on avait quand même on avait trouvé une boîte qui faisait des cartons, qui avait bien voulu nous faire des trucs qui étaient sérigraphiés, qui faisaient la bonne taille, et puis on avait fait tout un classement avec des grandes catégories de types de cartons, et puis tout est arrivé, il n'y a plus qu'à les monter. Voilà. Et on voit dessus, en fait, on voit à chaque fois le support, pour le coup, c'était ce même boulot vinyle blanc qui était utilisé dessus. Même principe, hein, qui est répété partout, mais alors décliné dans cette exposition, c'était énorme. Un principe un peu différent, mais on avait quelques œuvres qui étaient un peu lourdes. Donc là, pour le coup, on avait juste la structure qui était carton, très fine, du carton de 5 mm, avec juste la plaque dessus qui naît dans l'espace. Et alors ça, c'est pas nous, mais il y avait une dernière question, et je vais finir là-dessus, qui était pour cette exposition, et c'est peut-être pour ressortir, parce que c'est que des éléments intérieurs, mais la particularité de cette exposition, c'est que le domaine de Kerguelen, c'est un château dans un parc. Et évidemment, dans le parc, il y a plein de sculptures. Il y a des sculptures du FRAC Bretagne, il y a des super pièces. Et là, évidemment, pour ce type d'événement, il y avait plein d'événements extérieurs, il se passait plein de choses dehors. Et assez vite est venue la question de dire, est-ce que ils vont louer une tente, ils vont mettre un truc, ça va être de l'événementiel, mais en même temps, ça va pas être juste le vernissage, c'est quelque chose qui va durer pendant 2 mois. Donc on a réussi dans ce projet-là à dire, bon non, en fait, avec la même économie de moyens, on va faire des espèces de structures qui permettent d'accueillir des choses en extérieur. Et donc les éléments de mobilier qu'on a vus, il n'y avait pas l'argent pour les faire par quelqu'un qui fait du mobilier, par un designer. Donc on a tout fait prédécouper, nous, en CNC, en découpe laser, enfin pas laser d'ailleurs, en découpe à la fraise. Donc on a fait l'ensemble du mobilier, et les éléments extérieurs c'était pareil, donc il fallait que ça puisse être monté en gros par les équipes techniques sur le site. Et donc on aimait bien ce motif-là, et puis on se disait il faut qu'on le raccroche à quelque chose, on va pas faire une tente Quechua améliorée en bois, ça n'a pas trop de sens quoi. Donc en fait on a pris, alors pour le coup c'était plus du contreplaqué parce qu'il fallait que ça puisse tenir 2 mois dehors. Donc c'est des éléments de carreau, le carreau c'est quasiment ça, c'est du bois structurel, c'est pas du lamellé-collé, mais qui est utilisé, initialement c'est comme du gros contreplaqué, qui est utilisé plutôt dans les bâtiments agricoles à la base.
Donc on a utilisé des grandes plaques de carton comme ça, qu'on a fait redécouper pour avoir de la lumière qui rentrait dedans, et puis qui faisaient des petits pavillons, donc qui étaient juste remplis avec de la toile et qui permettaient d'avoir des éléments à l'extérieur qui invitaient les gens à venir à l'intérieur. Je finis là-dessus. Merci. Merci de vous être prêté à cet exercice qui n'était pas si simple parce que c'est un sujet qui n'est pas si souvent exploré. Je voudrais vous poser une question parce qu'en fait, dans votre formation d'architecte, est-ce que vous avez été formé justement à la scénographie et à la lumière? Est-ce que la mise en espace et la mise en lumière, c'est quelque chose qu'on vous a appris à l'école ou bien vous l'avez appris, toi, Reza, chez Jean Nouvel, et toi, Léonard, chez Christian Ovette, par exemple, dont on se souvient qu'il avait travaillé avec James Turrell sur le bâtiment de la Caisse des dépôts. Est-ce que cette lumière, c'est à l'agence, ou pour résumer, ou à l'école, voire les deux? Alors, non, c'est pas du tout à l'école. Parce que, en fait, il n'y avait pas non plus... il n'y avait pas les structures pour, en fait. Il y avait rien qui... donc, il n'y avait pas quelque chose qui attisait la curiosité pour aller dans ce sens. Non, en fait, j'ai commencé la scénographie chez un architecte scénographe qui s'appelle Arnaud Sompérac. Et j'étais en 3e année d'architecture. Et donc, il fallait gagner sa vie à côté pour payer son logement. Et j'ai eu la chance... en fait, Arnaud Sompérac m'a fait confiance. Parce qu'en fait, il cherchait un assistant parce qu'il venait de gagner le musée de la guerre... de la Deuxième Guerre mondiale à l'Hôtel des Invalides, et cherchais un assistant, et il se trouve que j'ai vécu la guerre en Iran, et du coup je pense que ça a été quelque chose qui l'a sensibilisé, et du coup j'ai commencé à travailler. En fait, c'est complètement un hasard au départ, et puis en fait j'ai pris goût à travers sa manière de voir les choses qui était assez intellectuelle finalement également. Le premier jour il est arrivé, il m'a donné ça de bouquin, il m'a dit si tu veux faire la scénographie, il faut dire ça. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, chez Jean Nouvel, sur le musée du Quai Branly, parce que comme j'avais du coup cette expérience, après mon diplôme, j'ai pu intégrer l'agence Nouvelle. Et puis voilà, et après on a monté Projectile tous les trois avec nos différents parcours, en fait, on va dire. Et puis la lumière, la lumière, elle est partout. Hein, la lumière, la sensibilité de la lumière, on l'a... enfin, c'est quelque chose qui... en fait, comment dire, si on veut vraiment travailler, parce que comprendre la lumière, on peut tous le comprendre, mais créer de la lumière, ça demande énormément d'expérimentation. Et je pense que c'est aujourd'hui, même avec des ordinateurs, on n'arrive pas. Il faut vraiment voir la lumière pour. Et toi, Léonard, donc même réponse ou bien? En tout cas, pas à l'école, ça c'est certain. Et en revanche, on l'a souvent appris, même un peu chez Christian, parce que tu évoquais le bâtiment de la Caisse des dépôts et consignations, où il y avait l'intervention de James Turrell. Là, c'était quand même aussi une commande artistique sur un bâtiment tout en verre. Mais en revanche, ce qui était intéressant, c'était quand même toujours la question, plutôt la nuit sur des bâtiments, parce que nous, notre champ, c'est quand même vraiment très archi. Hein. Donc, quand même, la question scénographique, elle est relativement en marge. Mais en revanche, c'est souvent la manière dont on peut percevoir un bâtiment la nuit, à travers aussi des questions de filtre, des questions de peau. Est-ce qu'on a une peau métallique qui est ajourée? Comment on voit la lumière? Et comment, quelquefois, les rapports de lecture s'inversent entre des choses qui peuvent être extrêmement monolithiques et abstraites, quelquefois, la journée. Et au contraire, la nuit, le rapport s'inverse complètement. La lumière venant de l'intérieur, même si on a une peau opaque, si elle est perforée, on voit tout ce qui se passe aussi à l'intérieur. C'est plutôt dans ce jeu-là qu'on l'a plusieurs fois travaillé, notamment parce qu'on a eu aussi des expériences assez spéciales, parce qu'on a travaillé sur des casinos de jeux. Et donc là, par exemple, il n'y a aucune mise en scène à faire. Parce qu'on a déjà tout, on a des machines à sous, ça brille dans tous les sens, il y a des couleurs. C'est déjà suffisamment, j'allais dire vulgaire, mais c'est pas que ça, c'est spectaculaire. Là, c'est une scéno très particulière. C'est déjà très particulier. Très spécifique. Voilà, il n'y a pas beaucoup à en rajouter. C'est Scorsese, là, Oui, mais sans le glamour gangster, malheureusement. Finalement, c'est extrêmement décevant, parce que un casino, c'est des jeux d'argent, c'est un service public, c'est extrêmement encadré. Il n'y a pas de mafia, enfin, c'est très décevant de ce point de vue-là, quand même. Il n'y a pas de salle où on torture des mecs, où on leur casse les doigts. Non, c'est. Ouais, pour de vrai, il n'y a pas tout ça. Alors, Julien, toi, tu as fait l'éloge de l'ombre tout à l'heure. Ouais, mais alors, je pense que si on n'apprend pas la technique de la lumière, etc., à l'école, ça c'est sûr. Mais j'étais avec mes étudiants aujourd'hui, et je pense que quand tu parles de James Turrell et dans la culture dans laquelle ils sont, je pense que la sensibilité à la question de la lumière
je sais pas, je pense qu'on peut assez vite la relier à la question des matériaux, de la scénographie, enfin, je pense que les études d'architecture initient quelque part à ça. C'est quelque chose qui continue évidemment, enfin, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre culturel. Mais encore une fois, parce que de la même façon que Léonard, nous enfin, nous on se dit pas scénographe, on n'est pas, enfin, je me sens pas, quand on travaille sur un musée, on a des scénographes. Quand on travaille sur une salle de spectacle, on a des scénographes qui, pour moi, sont de vrais scénographes. Puisque, enfin, voilà, ils ont plein de savoirs que nous, on n'a pas, des savoirs techniques. Enfin, voilà, c'est une spécificité. Oui, mais en même temps, tu peux être vrai scénographe et vrai architecte. Il n'y a pas de problème. En fait, je pense qu'il faut arrêter de séparer scénographie et architecture. Mais non, mais ce que je veux dire, il faut qu'on arrête parce que ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre pratique, c'est quelque chose qui, je veux dire, la manière dont on aborde la scénographie, et là où je te rejoins, c'est que c'est la différence entre scénographie et architecture. Nous, comme on la pratique, on pourrait tout appeler scénographie ou tout appeler architecture. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Après, il y a justement dans la thématique, quand on parle de la discipline de scénographie, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se dit, nous, architectes, et que même quand on fait ces toutes petites choses, ou quand on fait, si vous allez voir les vidéos sur notre site, on a aussi fait une espèce de grand sol mou comme ça à Bourges. On a glissé de l'eau sous des pavés, et puis du coup le sol devient mou. Et je pense que quand on le fait comme ça, nous on se dit bon, c'est de l'architecture. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas dans le spectacle vivant, on n'est pas là-dedans. Enfin, voilà, en fait, dans la scénographie, il y a deux aspects qui sont totalement différents, là où je te rejoins. C'est l'aspect équipement scénique au sens vraiment qui est très technique. Là, pour le coup, c'est de l'ordre vraiment du matériel scénique. Voilà. Et puis, il y a la scénographie au sens, à un moment donné, mais de l'expographie, c'est-à-dire mettre à un moment donné, fabriquer, c'est-à-dire, en fait, l'architecture sémiotique, l'architecture qui, à un moment donné, elle est d'accord à l'intérieur, mais elle peut être aussi à l'extérieur. C'est parce que les occasions sont la plupart du temps à l'intérieur qu'aujourd'hui à l'intérieur. Mais demain, on peut aller à Brasilia et puis faire une exposition. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que elle peut être à l'extérieur. Donc, en fait, oui, c'est juste la pratique spatiale. Et pourquoi sémiotique? Parce qu'à un moment donné, c'est un aller-retour avec la question du langage. Et ce langage, qu'est-ce qu'il a derrière comme profondeur? C'est-à-dire qui appelle une culture, qui appelle un savoir, et qui, dans le cadre d'habiter, appelle des usages d'habiter. Et dans le cadre d'une scénographie, appelle des cultures. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le langage, ça dépend ce qu'il appelle, et c'est avec ce langage qu'on travaille, nous. Mais dans ce cadre-là, pour revenir à ta question, est-ce que ça s'apprend à l'école? Bah, peut-être de la même façon que l'architecture, oui et non, ça y participe, mais c'est pas suffisant, quoi. Je sais pas, peut-être autant ou moins que, ou plus que les voyages, je sais pas. Justement, tu parlais d'accompagner le commissaire, mais est-ce que justement le commissaire, tous ceux que tu as pu rencontrer, je parle pas d'ici, parlons des autres, ont été sensibles à ce propos sur la lumière? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans justement dans cet acte de conception, de création, ou bien c'est purement technique et fonctionnel? En fait, jusqu'à maintenant, alors bon, c'est comme ça, hein, tous les commissaires que j'ai rencontrés ont pris la lumière comme un élément technique, c'est-à-dire il fallait que l'œuvre soit bien vue, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très académique. Et alors bon, il faut dire peut-être que j'ai pas rencontré des commissaires qui étaient pas académiques, mais pourtant si, il y avait Serge Grzelski qui était pas académique et parce qu'on a fait une exposition avec lui sur le thème de métissage, c'était génial. Mais je dis pas que les autres c'était pas génial, mais ce que je veux dire c'est que lui il était un peu, il n'avait pas un savoir comme les autres, avait chaque fois qu'on ait beaucoup d'expérience. Il disait que il y a même Daniel Soutif qui avait travaillé des années avec Kafelnikov qui travaille à Beaubourg. Donc il y avait une relation qui fait que en fait l'éclairage, pour eux l'éclairage quand c'était réussi, c'est quand on voyait l'œuvre parfaitement, ce qui est pas faux évidemment. Bien sûr. Évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Et ça je pense pas que les commissaires, j'ai pas vu de sensibilité en dehors de rapport à l'œuvre en fait. Léonard, tu as beaucoup insisté sur le mot dispositif, l'architecture dispositif, mais justement, dans une scénographie, le dispositif est important. Je veux dire, au-delà des spots et oui, dispositif aussi en temps de constitution de l'espace. Et une question aussi du vécu. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était aussi un peu pour rebondir, c'était la question un peu de base que tu te posais quand tu avais une question
quand tu avais un sujet de scénographie, c'est la question d'une éventuelle neutralité ou pas vis-à-vis de ça. C'est ce qu'on en a discuté un petit peu. Toi, tu as des projets, par exemple, sur lesquels tu fais, et tu es un peu le maître de tout, j'entends celui qui coordonne et qui dirige tout, mais aussi, quelquefois, tu es l'exécutant d'une partie scénographique. Et donc, c'est la question, effectivement, du positionnement et de la neutralité vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas à toi. C'est ça que moi, par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de réponse, parce que j'ai un peu tendance à vouloir aussi tout faire. En fait, oui, je comprends, mais en fait, les objets indépendamment, ils sont pas à toi, mais cet ensemble, ce magma, ce grand liquide, il est complètement à toi, sinon on ne te ferait pas appel à toi. En tout cas, nous, au projectile, ça nous intéresse pas d'être, on n'a jamais eu le cas où on s'est retrouvé avec quelque chose qui a été complètement dicté. Parce que ça nous intéresse pas, on fuit à 100 à l'heure. Et en fait, parce que ce qui est intéressant finalement dans la scénographie, c'est ça, c'est pouvoir lier tous ces objets-là ensemble et de leur donner, c'est comme une composition musicale, parce qu'à un moment donné, on révèle une écriture, d'une certaine façon. Une écriture qui n'est pas une histoire architecturale, une écriture au sens symphonique. Enfin, on fait sonner les objets, quoi. Ou les faire correspondre, hein, oui. les correspondances subtiles, comme on dit. Donc la lumière, là, peut être vraiment le fil conducteur de tout ça, non, dans une scénographie inspirée. Oui, effectivement, d'ailleurs, on a très peu évoqué, parce qu'on parle aussi de lumière, de scénographie, on a peu évoqué la question du bâtiment et de la peau du bâtiment, éventuellement la nuit aussi, par exemple. On a beaucoup vu là des éléments de scénographie, on est quand même dans des espaces relativement confinés, extrêmement sombres, avec quasiment pas de lumière naturelle, où effectivement il y a forcément un appel à la mise en lumière artificielle très forte. Mais par exemple, quand je vois cette image, la question c'est est-ce que par exemple, est-ce qu'il y avait un dispositif particulier ou pas nocturne, je sais pas, parce que je me souviens plus. Non, mais oui, il y a eu un dispositif, les moments où il y avait des nocturnes, puisqu'il y en a eu, voilà. Mais oui, c'est sûr, ça fonctionnait bien. Et ça pose la question, je repense à ce qu'on a fait pour le conservatoire avec nos grandes salles de danse là, qui sont complètement vitrées. C'est qu'au final, ce qui nous intéressait, c'était la réciprocité avec la ville. Et que, en fait, là, on arrive dans l'hiver et qu'un équipement dont on a la lecture depuis l'extérieur, dont on a la lecture de l'usage, ça change un peu tout, quoi. Enfin, il y a un truc, surtout sur les conservatoires, qui dans les années 70-80, ils étaient complètement opaques. Il y avait pas, il fallait surtout pas que quelqu'un puisse voir ce qui se passait dedans. Donc là, ça nous semblait vachement intéressant. Et c'est la même chose un peu pour les expositions. Je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il y a des vraies propositions de scénographie, de comment est-ce qu'elles arrivent à... Enfin, la question du hors les murs en scénographie est aussi une bonne question. Comment ça arrive à déborder, quoi. Et la lumière en est un moyen, un outil. Alors vous avez dit, et c'est toi notamment Julien, tu as bien insisté sur la question budgétaire, en effet des budgets contraints, des choix écolos, tout ça, mais je vois très bien et je confirme. Est-ce que justement ça vous amène à pouvoir quand même inventer des choses, ou bien vous êtes là à gérer comme vous pouvez dans cet océan de contraintes, comme on disait tout à l'heure? Au contraire, c'est très intéressant quand on a un peu de budget, mais après il y a des limites évidemment. C'est en dessous desquelles là c'est du carton. Il y a des limites au low cost, c'est ça que tu veux dire? Peut-être que de cette économie impose aussi une forme de concentrer aussi, de concentrer l'effort. Et c'est ce qu'on voyait sur les projets que tu montrais, notamment c'est vrai que l'expo que tu avais fait ici avec les bandes, le Mikado lumineux, c'est magnifique, c'est hyper simple, c'est hyper net, c'est hyper lisible. Du coup, c'est terriblement efficace. Et on imagine que c'est pas non plus une folie, quelque chose d'absolument dispendieux. Ça oblige aussi la contrainte à concentrer aussi beaucoup d'efforts et du coup avoir probablement une intervention et des dispositifs plus radicaux. On va peut-être prendre des questions dans la salle parce que j'imagine qu'il y a architectes, scénographes, gens de ce monde de la lumière et de l'ombre aussi. Hein. Alors, qui veut... La relation entre le métier d'architecte et le métier de scénographe. Mais d'ailleurs, scénographe, il y a peut-être une ambiguïté sur le terme lui-même, parce qu'en anglais, finalement, il y a une séparation très nette entre scénographe d'exposition et scénographe de théâtre dans un noir sale où la lumière est en fait un des éléments premiers, un des éléments fondamentaux. Mais
la question donc en Le son, c'est la prochaine. la question donc quelle heure sera-t-il dans 20 minutes? Oui, en quoi les pratiques de la lumière, au sens peut-être théâtral et du noir sale, viennent et peuvent influencer les pratiques de l'architecte et de l'architecture? Alors, toi, tu as travaillé avec Patrick Chéreau, non? Avec non, pas encore. Non, ça c'est un rêve de travailler le théâtre. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, la difficulté, mais en même temps c'est l'architecture aussi, hein, c'est comme ça. C'est que finalement les visiteurs se baladent dans un espace. Donc pour certains, dans un certain sens, c'est très bien parce que il y a la question du temps et du parcours et de pouvoir. Finalement, c'est le visiteur qui. Mais c'est vrai qu'à force de faire comme ça, on a des fois envie de dire au visiteur, tu bouges pas, tu restes là et tu regardes. Et ça, c'est dans le théâtre en fait qu'on trouve ça effectivement, c'est-à-dire que le spectateur est assis et il regarde en face, il y a un rapport frontal. Là, je parle de théâtre classique de manière générale, mais parce que c'est 80% du théâtre, on va dire. Et un rapport frontal, et du coup le scénographe peut vraiment manipuler, parce que en fait il y a quelque chose qui est très excitant dans la scénographie, c'est manipuler à la fois l'espace mais manipuler les gens, c'est aussi je veux dire c'est les deux quoi, et du coup bah oui, bah, c'est comme ça, et du coup le théâtre pour ça encore plus fort pour la manipulation, c'est vraiment là où on peut fabriquer, enfin, on peut aller loin, quoi. Parce que le spectateur, il a un point de vue euh, fixe et on sait qu'il est là et qu'il sera pas ailleurs, quoi. Je sais pas si j'ai été clair. Et donc, en fait, finalement, ce sont des images. Et quel rapport à l'architecture, le théâtre? Non, la seule chose, ce sont des images mentales, des photographies instantanées. C'est comme, en fait, Wim Wenders, il a écrit un livre, Une fois une image histoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce recueil. C'est extraordinaire. C'est pas de l'écriture au sens, il n'a pas écrit, mais c'est une sorte de collection de polaroïdes que Wim Wenders a pris durant toute sa vie. Et en fait, il a associé à chaque polaroïd un petit texte. Et ce qui commence par une fois, j'étais à tel endroit, et il s'est passé ça. Une fois, et vous tournez la page, une fois, voilà. Et en fait, finalement, vous voyez, quelqu'un qui a passé son temps à faire des films, c'est-à-dire des choses en mouvement avec à l'intérieur des acteurs qui bougent. Là, finalement, cet objet avec tous ces polaroïds, c'est une espèce de photographie instantanée des moments de tournage, mais et finalement, je trouve que le rapport entre théâtre et architecture, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce livre pourrait être des espèces de scènes comme ça, de théâtre, des flashs qu'on peut avoir, et que le cinéma pourrait être l'architecture. J'en profite pour dire que la semaine prochaine a lieu aux ateliers Berthier, donc les rencontres de la scénographie pour ceux que ça intéresse. Donc là, la scénographie du théâtre, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un grand événement qui, d'ailleurs, sa deuxième édition aura lieu ici à la Cité l'année prochaine. D'autres questions? Remarques, contestations, critiques, tout est ouvert, hein. Monsieur et mademoiselle. Vous n'avez pas parlé du dispositif du cinéma par rapport aux scénographies où quelquefois le visiteur est passif et on lui montre un film, ou au contraire par rapport à la création de l'espace. Est-ce que comme on vous a demandé, est-ce que vous avez été formé pour faire de la scénographie en architecture? Est-ce que le cinéma, dès le départ, a été un des moyens de faire de l'architecture aussi, de concevoir le mouvement dans l'espace, dans le parcours de l'expo? Comme on n'a pas parlé non plus du son, d'ailleurs. C'est pas une question très facile. Mais néanmoins, la question probablement du parcours et des différentes vitesses, c'est probablement une question assez clé. Je me rappelle, je sais plus à quelle époque, il y avait notamment un projet de Rem Koolhaas où il y avait un musée comme ça, où tout était fait par rapport aux vitesses de parcours. Et finalement, il y avait plusieurs parcours dans le parcours.
justement caler sur les vitesses de je m'arrête, etc. Est-ce que c'est ça, un peu ça l'idée de la question, ou pas spécialement, que je me rende juste compte, ou est-ce que c'est un rapport plus littéral à la question du cinéma et du mouvement? Moi, j'aurais une lecture de la question, je pense, assez proche de. Ça me renvoie à la question. Enfin, ce qui est intéressant dans l'image animée, c'est la question du temps et du séquençage. Et en ce sens-là, et dans l'architecture. Et je veux dire, et en ce sens-là, je pense qu'on se retrouve là-dedans, je pense plus facilement sur la question de. Bah oui, le temps est un outil extrêmement puissant dans l'architecture, dans la scénographie. Et en même temps, c'est aussi une espèce de finalité de l'architecture. Enfin, voilà, on travaille sur cette question de temporelle, mais de plein de manières. C'est-à-dire que la manière dont on va parcourir un bâtiment, la manière dont on va séquencer les circulations, les passages, les découvertes, etc. Et aussi la manière dont le bâtiment il va interagir avec son époque, il va interagir avec la mutation de la ville. Enfin, donc la question temporelle, c'est une espèce d'axe de travail transversal. Tout à fait. Après, moi, sur la question, mais qui est peut-être pas vraiment celle que vous posez, qui est enfin, je pense qu'on a été confronté dans ce qu'on a vu là à l'exposition de vidéos et de films. Alors, on n'est pas dans le cinéma, on est plutôt généralement dans le reportage. Enfin, voilà. Ouais, il y a des reportages qui sont dans le cinéma, mais c'est pas tout le temps le cas. Et vous parliez du statut de celui qui regarde dans le théâtre classique ou de l'action que peut avoir la scénographie, enfin le mécanisme du théâtre sur celui qui regarde. Et moi, je pensais aussi, par exemple, dans l'exposition du chant à Beaubourg, les gens sont très attirés par les boîtes fermées pour voir des petites vidéos où il y a eu l'exposition aussi Le Flâneur monté par Hermès sur les quais de la Seine, qui était assez fabuleuse parce qu'ils travaillent ça en interne dans tout, par rapport à leurs objets et par rapport au dispositif de présentation des objets. Mais donc, le mouvement et le statut statique aussi est très important, et le secret. En fait, oui, le cinéma, parce que bon, c'est une très grande passion, le cinéma, donc c'est très difficile. Enfin, plus on connaît des choses sur un domaine, plus c'est difficile de parler comme ça. Mais bon, non, et en fait, la seule chose, c'est que le cinéma, en fait, ce qui est intéressant au niveau de la temporalité, c'est quand un architecte, enfin, en tout cas, ce qui me concerne, quand je regarde des films et que je retrouve des espaces qui, ouais, comment dire, une sorte de sensibilité, il y a quelque chose qui fait qu'après, je retrouve ça dans peut-être une esquisse ou quelque chose. C'est en fait, parce que le cinéma propose le après. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre imaginaire, on passe son temps à se projeter. Donc on a une relation enfin on est dans la vie en tant qu'architecte, on est dans la projection. Et c'est vrai que le cinéma permet à un moment donné donner une réalité entre guillemets, parce que c'est pas une réalité, mais on a une réalité à une projection. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est de l'autre côté et le cinéma propose cet autre côté qu'on n'a pas. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que dans ces allers-retours, le cinéma propose comment dire, les extrémités de la ligne, en fait. Tous les schémas, tout est possible des extrémités de ligne, en fait. Emmanuel Gagnès. Oui, j'avais une question sur un thème que vous n'avez pas du tout abordé. Vous avez parlé assez bien chacun de votre façon d'aborder la lumière dans la scénographie et l'architecture avec l'ambiguïté entre les deux termes. Vous n'avez jamais, ou en tout cas très peu, abordé la question de l'objet qui émet cette lumière. Et est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que vous considérez que c'est pas un élément de scénographie, comme ça pourrait être un élément d'architecture ou dans le vocabulaire? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était un lapsus inconscient? Est-ce que c'est un peu biaisé, hein, ma question, mais oui. Alors, mon statut. En ce qui concerne les deux projets que j'ai présentés, il y a une recherche d'un système le plus basique, le plus minimaliste et le plus effacé possible. Et ça, c'est vraiment un souhait de base, parce qu'on est aussi plus
on est un peu en amont sur ces projets-là de la question vraiment de la mise en scène. On est un peu en amont parce qu'on travaille plutôt sur le dispositif architectural général qui doit permettre ensuite l'installation de cette mise en scène. Et donc on est plus sur des dispositifs un petit peu capables. C'est assez bête et méchant, mais les deux projets fonctionnent d'ailleurs relativement de la même manière. On a des successions de fluos gradables, très simples, avec tout un système de pilotage et de scénarii déjà préenregistrés. Et en général sont intercalés des rails 3 allumages sur lesquels ensuite on pourra venir à peu près tout accrocher. Et du coup, à terme, le jour où l'artiste rentre en scène, ou l'exposition, même dans une petite maison comme la maison des projets SMAPA, change, on enlève la maquette, j'ai 50 maquettes toutes petites, etc. C'est plutôt l'idée d'avoir une sous-face, une sorte de grille capable qui permette ensuite de tout mettre en scène. C'est dans cette capacité. Du coup, dans cette version un petit peu primitive aujourd'hui, avant éventuellement l'exposition ou avant des changements, elle est dans une version extrêmement minimaliste où elle doit s'effacer. Le dispositif architectural prend le dessus sur la partie technique. Mais qui n'est pas que technique, parce qu'en même temps, quand je dis ça, c'est aussi complètement faux. Parce que par exemple, les fluos qu'on a utilisés sur la maison du directeur, c'est des fluos un peu particuliers qui viennent de Suisse, qui étaient hyper difficiles à obtenir. Dans la fondation sont aussi des lignes lumineuses qui viennent de je sais plus où qu'on a trouvé avec OMA, mais qui sont aussi hyper spécifiques. Donc non, en fait, elles sont minimalistes. Mais c'est un peu la question presque du no design. Sauf que c'est complètement design. Je sais pas comment le dire vraiment autrement. Oui. En fait, l'objet en tant que tel est intéressant que s'il fait partie du discours. C'est-à-dire qu'il faut trouver à un moment donné l'occasion, l'opportunité de faire intégrer cet objet-là dans le discours. Nous, le plus loin on a été, c'est les bâtons, vous avez vu, lumineuses. C'est qu'en fait, finalement, c'est finalement des sources lumineuses. On peut considérer que c'est comme des grandes sources lumineuses. Mais après, l'objet lui-même, pour aller encore plus loin, mettre en scène une lampe, il faut que le propos, il faut que le scénario donne du sens à mettre cet objet-là en scène. C'est vrai que l'opportunité ne s'est pas présentée réellement. Une fois, on a failli, on a failli, c'était un concours qu'on a perdu. L'idée, c'était d'imprimer en 3D les luminaires, en fait, de faire des impressions 3D et finalement d'avoir des luminaires différentes, qu'ils soient tous différents. Là, il y avait une idée que les luminaires eux-mêmes fassent partie, que ce soit des personnages de cette mise en scène. Mais le cas se présente de manière très sporadique, quand même. Après, plus c'est caché, plus c'est magique aussi. Oui. Bonsoir. En fait, ma question porte sur le processus de création des scénographies, parce qu'on a vu beaucoup d'images, mais c'était des images en fait je pense, de finalité en fait de la scénographie telle qu'elle a été exposée. Ma question porte en fait sur le processus en lui-même de création de ces scénographies. Et je suppose que ça diffère selon l'agence. Est-ce que vous partez d'une image, je veux dire, d'une image que vous avez dès le départ? Est-ce que vous partez d'une maquette? Quelle échelle vous expérimentez la scénographie? Est-ce que c'est des logiciels? Vous partez de logiciels 3D? En fait, c'est sur le processus en lui-même afin d'arriver à ces résultats-là. Alors, je vais demander à Julien de répondre parce que c'est vrai que là, il y a une question extrêmement spécifique sur le processus. Vous avez parlé de votre attitude, de regard d'architecte sur cette question. Mais là, la question, elle est plus, on dirait, tu vois, quels sont les moyens que vous mettez en place pour arriver à ça? Enfin, pour nous, en tout cas, nous, on travaille exactement de la même manière sur un projet je sais pas, de musée, d'enseignement, de logement, que d'une scénographie dans un espace de 100 mètres carrés. Je dis de la même manière dans le sens où on l'aborde, on essaie de se poser des questions qui sont c'est pas les mêmes questions, mais en tout cas, c'est le même mode de pensée. Par contre, donc on travaille en groupe, plus d'une dizaine de personnes, il y a une équipe qui travaille dessus, qui commence un peu à défricher le sujet, à aller voir un peu de manière très large. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, un fil à tirer à un endroit? Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas un sujet particulier? Et puis voilà, tout le monde travaille comme ça, ça s'organise. Et après, les outils qu'on utilise, pour nous, c'est les mêmes outils que les outils d'architecture. C'est-à-dire qu'on dessine à la main, on dessine sur ordinateur, sur plusieurs logiciels, on fait de la 3D, etc. Et on fait des maquettes. Et après, là où ça se différencie dans deux domaines. Le premier, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est qu'il
y a une immédiateté sur la scénographie qui fait que on travaille peut-être plus sur un mode un peu workshop en se disant bon, il n'y a pas de truc qu'on laisse derrière en disant bon, c'est bon, on a un concept, maintenant paf, on le décrit bien, on le communique, et puis dans 5 mois, on va rentrer dans le détail. Là, en règle générale, si le détail ne marche pas, le concept ne va pas marcher non plus, quoi. Donc il y a une espèce de raccourcissement comme ça du temps et des phases qui fait que dès le début, on commence à se poser des questions de fabrication, de comment on va le faire, qui va le monter, etc. Et en plus, et c'est là où nous on aime bien, c'est que alors nous notre atelier il est à Nantes, donc on a de la chance à Nantes, le français est moins cher qu'à Paris, on a des grands ateliers avec un atelier de sérigraphie, avec de l'espace pour couler du béton, faire des maquettes, des grandes maquettes. Et pour les scénographies, on arrive à faire des fragments, on arrive à faire de l'échelle quasi 1, nous, dans l'atelier. Et ça, c'est génial pour nous. Et donc, vous faites des prototypes, en fait. Hein. C'est exactement c'est la plage, c'est les vacances, c'est génial. Il y a une phase de prototypage qui est quand même beaucoup plus rapide, mais qui est du même ordre que dans la conception générale de mobilier. On va beaucoup plus vite sur du prototypage. Et on va très vite dans la matière. Enfin, je pense que c'est ce qui est vraiment agréable dedans. Mais, ou dans la lumière. Hein. Mais en tout cas, très vite, on se pose cette question-là. C'est-à-dire que c'est facile de se mettre à l'épreuve. Enfin, vous, votre propre corps, de dire, bon, en fait, ça va être telle hauteur, machin, tel truc, la lumière, elle va être à tel endroit, pouf, on la prend, on la met sur un truc. Puis c'est bon, on a vu, il n'y a pas besoin de faire une modélisation compliquée. Enfin, on peut très vite le mettre en œuvre, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Mais dès lors, est-ce que vous travaillez aussi avec les industriels, c'est-à-dire les pousser dans leur propre retranchement pour arriver à sortir même expérimenter de votre côté, bien sûr, en termes de création, mais aussi les amener à ça. Est-ce que c'est aussi vous arrivez à faire à créer ces rendez-vous de l'expérimentation? Alors oui, mais pour le coup, je pense que c'est un peu un mouvement inverse, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler avec un industriel, il faut qu'il y ait un volume suffisant pour qu'ils soient intéressés pour dire bon ok, on va essayer 3, 4, 5 échantillons et puis on va voir lequel est le plus pertinent. C'est compliqué à faire pour une scénographie dans un espace de 100 mètres carrés où il y a 3 luminaires, donc en fait déjà les échantillons c'est plus que ce dont on a besoin. Voilà, donc après là c'est plutôt une manière industriel qui sponsorise une manifestation et c'est autre chose. On n'est plus dans une espèce de recherche de partenariat entre un concepteur et puis un fabricant. Parce qu'on évoquait des questions quelquefois de budget serré et du coup le prototypage quand il s'agit d'un élément technique comme un luminaire, c'est quand même déjà un peu plus complexe. Nous on a eu la chance de pouvoir faire pas mal de tests parce qu'en fait le frère de mon associé est ébéniste. Donc tant qu'on veut faire par exemple des prototypes de mobilier ou de luminaires en bois, c'est assez facile. On fait des dessins, on lui les envoie à Carpentras et on a très très vite des prototypes. Mais sinon, on a déjà eu le cas sur d'autres projets où on voulait faire des éléments luminaires spécifiques, mais en même temps sur des échelles de projet extrêmement réduites. Et on est très très vite confronté à un moment donné à l'enjeu est malheureusement probablement trop faible pour l'industriel. Et en tout cas, on n'est pas des designers suffisamment extraordinairement connus pour que ce soit intéressant qu'éventuellement ils les éditent tout de même. Mademoiselle ? Pardon, malheureusement, j'ai manqué le début de la conférence, donc j'espère que je ne vous fais pas répéter. Mais depuis quelques années apparaît la figure du concepteur lumière ou de l'éclairagiste qui intervient donc sur l'architecture et sur la scénographie. Et j'étais curieuse de savoir si vous avez déjà collaboré avec ce type de profil et comment ça s'est passé et est-ce que chacun a réussi à trouver sa place dans le processus du projet. Est-ce que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, le concepteur lumière entre en jeu aux échelles de projet que vous avez? C'est la question qui est posée. Alors pour nous, on n'a jamais travaillé directement. Enfin, si, ça nous est arrivé une fois, mais ça a pas, on n'est pas allé beaucoup plus loin que enfin, voilà. Mais sinon, c'était dans le cadre de bâtiments où il y avait justement de la scénographie un peu technique, où il y avait un scénographe. Et où en fait le scénographe lui avait un ensemble de compétences, dont la compétence lumière, mais comme la compétence par exemple numérique sur le développement de l'information sur un musée, enfin voilà. Où là c'est directement dans l'équipe en fait du scénographe. Oui, Léonard, il y a ce cas-là, mais et là je rebondis un peu sur la question qui avait été posée précédemment. En revanche, par exemple sur des mises en lumière de bâtiments, quand on n'a pas toujours les honoraires pour un scénographe, etc. En revanche, là pour le coup, on a souvent fait des tests de mise en lumière directement avec des industriels et avec les fournisseurs. Non mais
via les entreprises. Mais avec des industriels, donc pas une figure propre, l'éclairagiste. Je disais qu'il y a les deux cas. Il y a les deux cas. Soit, enfin, c'est toujours, soit c'est effectivement dans la constitution de l'équipe depuis l'origine qu'il y a cette compétence qui est prévue. Dans ce cas-là, elle rentre aussi, pour des questions un peu triviales, dans un champ de rémunération. Et voilà. Soit effectivement, c'est une chose qu'on n'a pas forcément envisagée au début et qui arrive plutôt en cours de route. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un travail entreprise, fabricant, etc. Mais j'imagine que vous posez beaucoup la question en fonction. On regarde la question de l'espace public aussi. Hein, j'imagine, parce que quand on parle de concepteur lumière, c'est sur des plans lumière, c'est sur des choses comme ça. C'est ça que vous. Ça peut être aussi sur le propos scénographique d'une exposition dans lequel, en plus du scénographe, il y a la figure du concepteur lumière qui, avec le scénographe, va chercher à renforcer un propos. Voilà. Nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans des bâtiments plusieurs fois, parce qu'on a souvent travaillé pour la scénographie avec Dux Scéno, et qui travaille pour les questions lumière en général avec un bureau qui s'appelle Les Éclairagistes, qui est à Lyon. On a déjà beaucoup travaillé sur ce type de collaboration. Mademoiselle ? J'ai une petite question qui me travaille énormément. Depuis quelques années, vous avez parlé de scénographie de théâtre tout à l'heure. Et là, je vous parle en tant que spectatrice, mais accessoirement jeune scénographe. Je suis issue d'une formation de scénographie et pas d'école d'archi. Et j'ai quand même vachement l'habitude de voir des scénographies au théâtre qui sont pas du tout conventionnelles, qui remettent systématiquement la convention en question et qui ont l'habitude énormément d'interagir avec le public. Alors, je parle pas forcément d'interaction directe, d'adresse au spectateur, mais où le spectateur se sent pris en compte. Et je sais que, parmi toutes les expositions que j'ai vues, j'ai cette frustration de ne pas du tout me sentir prise en compte. Et j'ai vraiment l'impression que systématiquement, la convention, justement, comme elle est très bien remise en question au théâtre, ne l'est pas du tout dans le cadre des scénographies d'expo, quoi. Moi, j'ai juste une petite question. Dans le cadre du théâtre, est-ce que quelquefois la question de l'interaction, est-ce qu'elle n'est pas presque plus le fait du chorégraphe que du scénographe? Est-ce qu'il y a une nuance? J'ai une petite question. Je suis un peu profane. Je crois qu'elle parlait de la scénographie, pas du scénographe. Non? Oui. C'est la scénographie. Donc après, qui est à l'origine de la scénographie? Ça peut être le chorégraphe, ça peut être le metteur en scène, ça peut être... chaque fois, ça dépend des cas, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est une très bonne intervention, parce que c'est vrai que dans la scénographie d'exposition, dans l'expographie, on va l'appeler, parce qu'on n'a pas... qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dans l'expographie, c'est quelque chose qui... en tout cas, chez nous, Projectis, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer. Et on a proposé, on a commencé à le proposer. Et pour l'instant, ça prend pas parce que ça fait peur en fait à ceux qui accueillent parce qu'en fait, ils ont peur que ils ne contrôlent plus en fait c'est toujours ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça se restreint énormément à l'aspect technique, c'est-à-dire que c'est avec l'interactivité qui peut être intéressante bien sûr, hein, mais l'interactivité plutôt multimédia, où on essaye de faire participer les spectateurs, les visiteurs, pardon, plutôt. Et le problème, c'est que ça demande... pourquoi perdre du contrôle? Parce que ça demande une médiation, d'une certaine façon. Et la médiation aussi est aussi du personnel disponible pour pouvoir jouer le jeu. Parce qu'un événement théâtral, ça dure 1 heure, 2 heures dans une journée, alors que l'exposition, c'est 10 heures par jour. Donc, c'est pas évident. Et ils sont encore un peu frileux, mais c'est vrai que... disons que ça se propose plus facilement dans les pays où la main-d'œuvre est un peu moins chère. Et non, mais c'est tout con. Il n'y a pas que Oui, effectivement, il peut y avoir des gens. C'est très, je veux dire, c'est très intéressant qu'il y ait aussi des gens qui puissent permettre cette interaction-là, mais il peut y avoir aussi juste la convention de l'expographie, comme vous dites, qui est remise en question. Mais après, oui. Mais je pense que, je pense que tout le monde peut partager ce constat-là. Après, une des raisons, c'est peut-être aussi le fait que dans de la scénographie d'exposition, après, il y a des travaux d'artistes, il y a des travaux de plasticiens
qui travaille la question d'interaction. Et auquel cas, du coup, on peut visiter des expos où des fois il y a de l'interaction très très forte. Voilà. Mais c'est aussi le propos, le propos du plasticien. Et c'est vrai que, je pense par rapport à ça, le scénographe, autant un scénographe d'une pièce de théâtre, il va travailler avec les gens qui font la pièce. Il va travailler avec les acteurs. Le scénographe d'une exposition, en règle générale, il travaille avec le commissaire, qui lui a sélectionné des œuvres, a sélectionné des artistes. Mais ça arrive, mais c'est assez rare que la scénographie soit faite directement entre l'architecte scénographe et puis directement le plasticien qui dit ah ouais tiens en fait ensemble on peut avoir une idée et puis moi je vais transformer mon œuvre et on va la faire comme ça. Enfin, c'est aussi ce qui fait que il y a une espèce de mise à distance sur la scénographie d'exposition qui est en fait une mise à distance de personnes qui travaillent sur le sujet, quoi. On va prendre une dernière question, madame. Oui, je voulais revenir sur une chose que vous avez dite, plusieurs d'entre vous, et qui a été dite un peu rapidement. Je voulais savoir un peu plus, approfondir un tout petit peu, parce qu'on va pas avoir trop le temps, mais vous avez parlé du contenu de l'exposition par rapport à la mise en forme, donc, et à un moment vous avez dit le contenu est un prétexte. Et ok, non, mais c'est son côté provocateur. Non, mais après ça a été dit comme une chose, et je peux l'entendre. Hein, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, le contenu est une espèce d'appui pour pouvoir faire peut-être des expérimentations que vous ne feriez pas s'il n'y avait pas eu ce contenu. Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre comment finalement le fil et la chose qui est donnée vous nourrit et en même temps vous en éloignez aussi et que c'est important aussi. Voilà, ça a été assez vite dit. Donc, En fait, il y a plusieurs rapports. C'est un rapport très complexe, le rapport au contenu. Je ne vais pas faire une psychologie du rapport au contenu, mais en fait, c'est un peu le cas. Parce qu'en fait, le contenu impose une hiérarchie et il est très excitant, finalement, de vouloir dépasser cette hiérarchie. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'en dépassant cette hiérarchie, qu'on va provoquer, on va apporter des choses nouvelles, à la fois au regard du commissaire, qui n'a pas, pour lui, il se pose même pas la question, en fait, dans cette hiérarchie-là, on ne peut pas dépasser le contenu. Et souvent, je parle souvent de manière générale, on va généraliser. Et du coup, du coup, nous, on se retrouve dans cette situation où finalement, ce que je disais tout à l'heure, je donnais cette image de finalement le contenu, c'est comme si en fait c'était un objet qu'on mettait dans une casserole, on faisait bouillir et on respirait profondément ces gaz qui s'échappaient. Et que finalement notre travail, c'est un peu ça, c'est-à-dire finalement de le regarder sous un autre angle. Un angle, et ça veut pas dire de le nier en fait, j'étais un peu provocateur en disant le nier, mais le regarder sous un autre angle, qui est pas celui du commissaire, et qui permet de générer de l'espace, quoi, enfin de l'espace et de la narration en fait, autour de l'œuvre. Bien, on va remercier nos architectes. Je voudrais remercier aussi Emmanuel Gagnez, qui est dans le cadre de ce partenariat avec Samod. Voilà, je voudrais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour d'autres rendez-vous lumière, car la lumière est évidemment source d'invention, on le voit bien à chaque fois dans chacun des compartiments du jeu. Donc à très bientôt, merci à vous tous.